Chères auditrices, chers auditeurs, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, on parle avec Frédéric Doré, qui est responsable chez Peppermint du design, de la production des vêtements cyclistes Peppermint. Il est aussi responsable de Orage, parce que si vous ne le saviez pas, Peppermint a été racheté par Orage depuis plusieurs années. Et donc, on fait une incursion dans le monde des vêtements cyclistes, dans la conception, dans le design, dans le choix des matériaux, le choix des couleurs. On vous donne des trucs, des astuces pour conserver vos vêtements plus longtemps. On parle du côté écologique des vêtements en opposition au fast fashion. On essaie de trouver des solutions. On vous présente des idées. On parle aussi de toute l'innovation qu'il y a à Montréal. Bref, un épisode vraiment enivrant qui m'a fortement inspiré. On parle des tendances lifestyle, du vêtement, de la montée du gravel bike puis de la démocratisation justement du sport cycliste. Il y a bien des affaires dans cet épisode-là qui vont vous faire plaisir et qui vont résonner chez vous, j'en suis convaincu, autant que chez moi lors de l'épisode. Donc, sans plus tarder, je vous mets l'épisode dans les oreilles. N'oubliez pas que pour nous aider à être découverts, partagez l'épisode avec un ami, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous au podcast Jamais assez sur toutes les plateformes. En 2025, je vous le rappelle, on se retrouve une fois par semaine. Fait que merci d'être encore là, puis merci de partager cette passion-là pour le vélo avec nous. Sans plus tarder, l'épisode dans vos oreilles. Merci. Frédéric Doré, merci de venir au podcast aujourd'hui. Merci à toi, Guillaume. Ça fait un petit bout, hein, je pense qu'on... Pour vrai, ça doit faire 2 ans. 2 ans qu'on parle de ça. Oui, qu'on se lance la balle puis tout. Là. Fait que là, on est à l'automne 2025. Puis, t'es dans le jeu un peu, quand même. Oui, c'est le pire moment de la saison pour nous. Là, on travaille sur 4 collections en même temps. Orage, Peppermint. C'est en plus de la rentrée, les enfants, toutes ces affaires-là. Ouais, c'est assez sportif. Fait que, justement, tu parlais Peppermint, Orage. Là, je pense que la première chose qu'on doit mettre en contexte, c'est un peu ton parcours. Puis un peu savoir... justement, là, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à être chez Orage depuis quoi? Presque 20 ans? Ouais, c'est la 20e collection auquel j'ai participé. Auquel tu participes? Ouais. Wow. Ouais, cette année. Fait que fais-nous donc un petit peu le parcours de quand est-ce que tu as touché au monde du vélo, puis après ça, les blocs Lego aussi, si tu veux. On va passer rapidement. Mais... c'est important, les blocs Lego. Ben oui, c'est important. Je pense que tout le monde qui est créatif a passé par les blocs Lego à un moment dans sa vie. En fait, c'est assez simple. Mes parents, mon père étudie en architecture, mais ma mère étudie en design graphique. J'ai toujours été dirigé un peu dans le domaine de la création, des arts. Fait que le dessin, j'ai eu un crayon, une feuille de papier assez tôt dans mes mains. Les Legos sont arrivés aussi, créer mes petites maisons, mes trucs. J'ai toujours aimé ça, avoir travaillé puis faire quelque chose de mes mains. Puis créer quelque chose de mes mains, ça a toujours été là, que ce soit encore une fois les Legos, les modèles à coller, des trucs comme ça. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je suis tombé sur le vélo de montagne au début du secondaire. Puis, mes parents m'ont toujours backé dans tout ce que je faisais là, à 1000%. Fait qu'ils m'ont aidé à acheter mon premier vélo de montagne. Là. La question, c'est qu'on veut savoir c'est lequel. Tu me l'as pas écrit. Je l'ai pas écrit, je gardais la surprise. Mais dans le temps... c'était un Orco Bigfoot bleu. Oui. Fait qu'avec un gros pouce de travel en avant. À cette époque-là, je devais avoir 12-13 ans. C'était en alu là, avec les genres de tubes surdimensionnés vers le head tube. Même pas, c'était des micro-tubes. Ah, là. Ouais? C'était... je suis pas jeune, ça fait déjà presque 33 ans de ça. Okay. Fait que c'est vraiment au début, quand le vélo de montagne a commencé à être populaire ou à être à la mode. Là. Puis moi, ce qui m'a séduit dans le vélo de montagne, c'est pas vraiment l'aspect performance ou l'aspect des pros ou machin. Moi, c'est plus tout ce qui gravitait autour du vélo de montagne. C'est le petit côté tech des vélos. J'ai un petit côté nerd, fait que ça venait me toucher. Il y avait aussi le côté esthétique. Le vélo de montagne, il s'habillait différemment des vélos de route. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça différent. Ça venait me chercher. Le côté de toutes les publicités des magazines, les photos aussi. On voyait vraiment que le vélo de montagne avait un appétit pour quelque chose de différent, de plus créatif. Puis toute l'espèce de culture vélo de montagne un peu plus décontractée, qui était vraiment moins rigide que le vélo de route. Là. J'ai juste en tête Missy Jovi. Là, dans le temps, c'était une athlète. Elle avait des dreads. C'était complètement éclaté. Là, le vibe un peu plus party, ça venait me chercher dans le vélo de montagne. Puis t'étais où pour pouvoir faire du vélo de montagne géographiquement au Québec à ce moment-là? Moi, je suis né sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert. Okay.
Fait que, bon, quand t'es jeune, tu trouves tout le temps la petite trail dans ta ville qui est en route. Qui a des petits jumps dessus. Des petits jumps et tout. Mes parents, encore, ils m'aidaient beaucoup dans tout ce que je faisais. Ils me supportaient. Bon, mon père, je m'en souviens, il m'a amené à Bromont. J'ai fait de la compétition de vélo montagne amateur au secondaire puis tout. Fait qu'on voyageait un peu partout au Québec. OK, nice. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Là, ça, c'était quoi? C'était années 95, genre? Là, 33 ans, là. Fait que, ouais, autour de 95. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai encore des photos là, de mon sou. C'était épouvantable, là. C'était bariolé. Dans ce temps-là, c'était assumé, néon, assumé. Vraiment, là. À la fin de mon parcours, là, comme j'étais sur la fin de... Quand j'ai transitionné entre le vélo montagne puis le skate, là... Je pense que j'avais un Kona Kula, il était tout orange, les pneus étaient orange, mon suit était orange. C'était quelque chose. Puis, c'est ça. Puis après ça, rendu plus cégep, j'ai transitionné vers le skateboard. C'était encore... Le milieu m'attirait encore, la culture du skate. J'ai travaillé dans un skate shop. Je commençais à faire mes études en design industriel. J'ai évolué vers le design graphique. Dans le SketchUp, j'ai commencé à faire mes premiers contrats de design graphique pour faire des collants, des t-shirts. T'étais à quel SketchUp? J'étais Underworld. OK. Il y avait 2 boutiques à ce temps-là. Dans ce temps-là, comme une à Montréal, une sur Mélune, dans le nord de la ville. Puis éventuellement, il y en a ouvert une 3e à Vancouver. OK. Fait que j'ai vraiment évolué pendant presque 10 ans avec lui. Il y avait c'est quelqu'un de très ambitieux, là, Alex. Là, fait qu'on a fait des TV shows à Musique Plus, des gros événements à portée comme nationale, puis tout. Puis de fil en aiguille, c'est ça, j'ai pris de l'expérience en design graphique. J'ai fait beaucoup de freelance pour des compagnies de snowboard, de skate. Qu'est-ce qui te demandait dans ce temps-là, les compagnies? C'était-tu genre autant, je sais pas moi, planifier un photoshoot que de faire un logo, que de faire un... En freelance, je travaillais plus dans ce temps-là pour faire que ce soit des skates, des souliers, des t-shirts. Encore une fois, tout le temps avec des objets. Tu sais, tout le temps la création de design pour des objets, que ce soit design graphique ou design de produit. Puis, quand j'ai fini mon cours de design graphique à l'UQAM, j'ai commencé à travailler en agence. C'est comme le parcours très classique, très traditionnel. Puis je me suis rendu compte vraiment vite que les contrats ou les mandats corporatifs, c'était peut-être pas fait pour moi. Tu sais, la culture du skate, que ce soit la musique, les codes, ça me manquait vraiment beaucoup, l'ambiance puis tout. Puis là, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, mais au Québec, cette industrie-là est pratiquement non existante. C'est plus aux États-Unis que ça se passe? Oui, en fait, tu as Burton dans le Vermont ou tu as dans le West Coast, là, toutes les compagnies sont là. Que ce soit skate ou snowboard, là, je mets ça un peu dans le même panier. Là. Mais puis là, ma copine de ce moment-là, elle me disait « Hey, Orage, je cherche un designer graphique, tu devrais appliquer. » Puis dans ces années-là, début 2000, Orage jouait beaucoup dans le free ski. Fait que c'est vraiment similaire au snowboard. Donc, je pense que j'ai appliqué, puis c'est la première job que j'ai eue, je pense, puis la seule job que j'ai eue cold call de même. Là. C'est comme... J'ai rencontré Jérémy Bresnan là, chez Orage. C'est lui qui m'a engagé. Lui, c'est celui qui a fondé Cielé, là, en fait. Là, c'est un des fondateurs de Cielé. Puis, j'ai fait mon petit chemin depuis 20 ans avec Orage. Au début, je designais les boutons, je faisais les imprimer sur les produits. Puis, de fil en aiguille, mon rôle, mes responsabilités ont évolué. J'ai commencé à diriger des campagnes de pub, faire des photoshoots. Là, après ça, on m'a donné des mandats plus produits, direction de produits, jusqu'à justement là, être le chef de la création chez Orage et Peppermint. Donc, j'ai une équipe avec moi, bien sûr. C'est pas moi qui fais tout. Là. Sans mon équipe, on ne serait pas grand-chose. Là, mais fait qu'on fait tout le produit, design du produit, puis tout ce qui est marketing aussi, tout ce qui est communication, photoshoot, design graphique. Puis à quel moment t'es retourné dans le bike? Là? Parce que nous, on se connaît à cause du vélo, à cause de la clinique. Fait que, oui. À quel moment t'es retombé dans le vélo comme le route, cyclocross, etc.? Oui, à peu près début trentaine. Justement, ça concorde un peu avec l'arrivée de mes enfants. Mm-hmm. Je voulais juste me mettre en forme. Dans ce temps-là, le bureau d'Orage était sur la rive sud de Montréal. Moi, j'habitais dans le Vieux-Montréal. Puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire du commuting. T'sais. Fait que j'ai commencé tranquillement en fixe. Parce que c'était un peu le début aussi. C'est ça qui se passait. Ça, c'était une belle culture. Tu devais t'intéresser à la culture aussi de ça. On dirait que c'est tout similaire. Vélo de montagne, skateboard, snowboard, fixie, tout. C'est un peu toute
un peu les mêmes ingrédients. C'est comme les mêmes racines, on dirait. C'est toujours punk ou un peu, c'est la manière d'être un petit peu en dehors de la masse. Oui, être un peu à contre-courant puis revendicateur. Fait que ça m'a plu. Mais je me suis vraiment rendu compte rapidement que ça avait ses limites, un fixe, parce que j'aimais de plus en plus ça, le vélo. Je retrouvais un peu ce que j'avais aimé au secondaire. Donc, progressivement, je me suis acheté un vélo de route. C'était un Felt. Vraiment, de base, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'achetais. Je suis rentré dans le magasin, j'ai dit, ça va être lui. Puis de fil en aiguille, c'est ça, les distances se sont allongées, la vitesse s'est allongée, mes connaissances aussi je suis devenu plus aguerri, puis c'est redevenu une passion. C'est devenu aussi un peu ma méditation, là. Je dis souvent, quand je passe d'un zoo à l'autre, du bureau à la famille, ma petite heure de bike de commuting, elle était vraiment bénéfique. Ouais. Puis c'est ça, c'est comme ça. Puis ça fait faire à peu près 15 ans que je peux dire que je pratique le vélo assez. Sérieusement. Oui, sérieusement. Là, comme tu dis, j'ai fait un peu de compétition en cyclocross. Puis là, ta pratique aujourd'hui, c'est quoi ta ride, mettons, de 2025 préférée que tu as faite? Avant, j'y allais vraiment pour performance. J'aimais ça, aller vite puis pousser fort. Puis depuis 2 ans, c'est plus l'exploration qui m'anime, comme partir de chez nous, puis aller comme explorer un peu, je me donne une mission d'aller, je vais aller à ce café-là ou à ce restaurant-là, puis des fois, ça me fait des grosses loupes qui mixent vélo gravel, vélo de route. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Puis, le gravel, je trouve ça vraiment le fun, la culture puis tout, mais encore une fois, je pense que c'est Charles Ouimet qui disait ça, là, c'est le concept de faire 1h30 de vélo pour aller faire pour aller faire du vélo puis revenir. Ouais. Je l'ai fait, mais notre terrain de jeu au Québec, il n'est pas comme en Europe. Ouais, c'est ça. On le réalise un peu dans la culture. Des fois, je fais des vidéos YouTube qui parlent de gravel, puis j'ai vraiment réalisé que nous, notre terrain de jeu, quand on était au centre de Montréal, si on était, par exemple, je pense, je sais pas moi, en Beauce ou... il y a des endroits que, je veux dire, tu roules en dessous de la ligne d'hydro puis tu as du gravel en sortant de chez vous. Nous, c'est moins... Tu as le Mont-Royal où tu peux t'amuser un petit peu. Là, c'est ça. Mais c'est comme... Fait que moi, j'aimais ça, me rendre en vélo aux routes de gravel puis revenir. Fait que c'est un peu ça. C'est plus vraiment... pour la vitesse, puis mes watts, puis tout, c'est plus de l'expérience. Fait que la question geek, c'est la largeur de tes pneus, puis le nombre de PSI dans ce moment. C'est ça. C'est quoi? Là, je me suis acheté un nouveau vélo. Je me suis vraiment gâté. J'ai pris un vélo endurance parce que j'étais tanné d'entretenir 2 vélos, là, justement. Fait que là, c'est du 32 qui mesure, 36, là, parce que mes rimes sont plus larges, puis c'est steady sur mon vélo, c'est des slicks, puis je fais tout avec ça. Puis, quelle pression? Pour vrai, je pense que je mets 60 quand je sais que ça va être de la route, puis peut-être 36 ou quand ça, je gravelle. Fait que t'es full confortable. Ah ouais, vraiment. Ça, c'est un truc qu'on a vu cette année en faisant plusieurs événements. L'item qu'on a le besoin de plus avoir pour attirer des gens en dessous de notre tente physio-vélo, c'est une pompe à vélo. Ah, pour vrai? C'est bon, ça. 2 choses. Des fois, tu vois du monde sur le flat puis tu les sauves. L'autre chose, c'est du monde qui veulent que t'es gonfles à 120 puis t'es comme, t'es sur du 30. Là. On n'a pas besoin de mettre ça à 120, genre ça va exploser. C'est bon. Fait que, je pense que là, c'est un petit rappel aux gens qu'on peut rouler des basses pressions sur des 32 puis en profiter. C'est bon, c'est un truc marketing qui coûte pas trop cher en plus. Là. Je pense qu'il y a un petit peu de jus de bras, puis même pas trop, parce que justement, tu montes pas tant la pression. Fait que ça, c'est... Fait que c'est quoi ton vélo d'endurance? Excuse-moi, en fait, je me suis acheté un Cervélo Caledonia 5. Cool. Ah, nice. Fait que je trouve que j'aime bien les vélos classiques, fait que je trouve ça... ma collègue Gabrielle, elle s'est acheté ça, puis c'est une bonne valeur, tu sais, vraiment bon. Tu fais du vélo, du triathlon, t'es un physio, t'es un coach, t'es un passionné de sport, eh bien, abonne-toi au podcast Jamais Assez parce qu'à chaque semaine, on te donne de l'éducation gratuite. On te partage des entrevues inspirantes avec d'autres athlètes passionnés comme toi de tous les niveaux. Abonne-toi au podcast Jamais Assez sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. On se retrouve à chaque semaine en 2025. C'est un rendez-vous. Fait que si on revient à Orage puis à Peppermint plus tard, j'ai aimé quand je t'ai posé la question par rapport à comment un truc au Québec fait pour rayonner à l'international, j'ai l'impression que tu avais comme écrit une lettre d'amour au Québec puis à Montréal, tu sais. Fait que tu veux-tu m'expliquer J'étais content de lire ça parce que des fois, je pense qu'on ressent ça quand on vit à Montréal puis qu'on est comme fier
quand tu voyages, tu te rends compte que tu es vraiment bien à Montréal. Genre. Ben oui. Fait que, tu veux-tu nous expliquer un petit peu t'as appelé ça, c'est comme vraiment un hub créatif qui est envié par beaucoup de gens. Là. Ouais. Puis tu parles de culture, tu parles de langue, puis tout ça, puis je pense que c'est un peu de tout ça. Là. Mais qu'est-ce qui fait que toi, quand tu t'es promené, parce que tu continues de te promener encore pour les collections de vêtements à travers le monde, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la saveur de Montréal? J'ai de la misère à l'identifier moi-même. Je pense que souvent, au Québec, on sous-estime vraiment nos capacités, mais quand on sort de chez nous, on se rend compte qu'on a vraiment une aura positive, puis qu'on a plusieurs acteurs qui jouent des rôles importants à travers le monde dans différentes compagnies, là, que ce soit en mode, chez Loulou, il y a beaucoup de monde du Québec, que ce soit chez Apple aussi, il y a beaucoup de monde là, qui occupe des rôles clés qui viennent du Québec. Mais la tech, on la voit, tu sais, quand on passe au secteur dans le Myland, là, je pense, le nouveau Myland, je pense qu'ils ont appelé ça. Ou secteur un peu multimédia aussi, jeux vidéo. Oui, c'est vrai, jeux vidéo. Mais du côté, mettons, justement, plus designer, le monde dirait que ça, je sais pas sont où ces gens-là. Mais je te connais toi, mais je sais pas sont où. C'est bizarre par nos racines. Nous, on est un bon mix entre les Américains, Européens. Les Européens ont vraiment une sensibilité au design, au beau. Puis les Américains, je trouve, ils ont beaucoup le besoin du fonctionnel ou du pratique. Ouais. Je trouve on rallie beaucoup ça ici au Québec. On fait preuve aussi, je trouve, de beaucoup de débrouillardise. Par notre position géographique, on est vraiment unique aussi en Amérique. On est le seul peuple francophone. Je trouve que ça nous force à ça nous sort a des bonnes contraintes. C'est comme ton affaire de design, finalement. C'est les contraintes qui sont comme... Puis ça nous permet aussi de nous démarquer des autres, je pense aussi. Notre culture, notre langue, notre vision ou façon de voir les choses. Je trouve que c'est ça qui fait que ça nous démarque. Puis c'est à tous les niveaux, comme tu l'as dit, là, que ce soit culturel, gastronomique, design, la musique aussi. On a beaucoup d'acteurs importants qui rayonnent à travers le monde. Fait que à chaque fois que je me promène pour aller vendre la collection à travers le monde, que ce soit Peppermint ou Orage, on est toujours bien reçu. L'aura, comme je disais au début, est toujours positive face aux Québécois. Puis c'est vraiment positif, je pense, pour nous. Non, je suis d'accord. Moi, une des choses que j'ai ressenties, c'est que quand j'ai parti Physio-Vélo, à cause que j'étais à Montréal, j'avais vraiment l'impression, j'avais pas de doute que c'était comme possible que ça marche. Ouais. À cause, je sais pas, on dirait qu'à Montréal, t'as cette espèce d'effervescence. Moi, c'est le mot, effectivement, que j'utilise souvent quand j'explique ça. Puis des fois, je dis, je sais pas si dans un plus petit marché comme à Québec où ce que j'avais étudié, ça aurait pu se cristalliser aussi rapidement le concept. Parce que j'avais peut-être pas la masse critique de 3 millions de personnes vraiment proches. Là. Mais effectivement, tu as cette espèce d'effervescence-là dans la vingtaine que, en tout cas, pour tout le monde qui habitait à Montréal, je pense que tu as l'impression que tout se peut. Oui, exactement. Fait que les agences, t'en as nommé quelques-unes. Tu as nommé Sidley, Moment Factory, C2, les jeux vidéo, la gastronomie. Mais ma question, c'est, toi, es-tu un gars de bagels Saint-Viateur ou Fairmont? C'est ma question. Clairement Fairmont. Fairmont, mes parents, je me souviens, on était petits. Comment tu le décris, le Fairmont? Parce que les gens, quand je l'essaie d'avoir une description, j'ai pas toujours une description que... Mais je pense que je suis biaisé par l'ambiance. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'aime. Puis sentir que tu te rends dans une petite grotte qui crée quelque chose. Là, ça n'a pas rapport que ce soit... oui, c'est ça. Puis tu vois le monde le faire. Puis que, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment comme artisanal ou grassroots que j'aime avec Fairmont. L'odeur, les graines du plancher. Oui, c'est ça, exact. Puis ça roule 24 heures. Puis il y a vraiment... Bon, c'était ma question. Ma question bagel. Toi, c'est quoi? Fairmont aussi. Fait que tu sais... Dans mon équipe. Yes. Il ne faudrait pas que je change de local, je pense. Ça nuirait à l'horreur. C'est mythique. C'est mythique. Il faut que ça reste comme ça. On va aller vite. On va sauter un petit peu vers Peppermint parce que Peppermint, c'est une compagnie québécoise. C'est en quelle année que Orage est devenu propriétaire de Peppermint? Ça fait à peu près 5 ans. Là. C'est un petit peu autour de la pandémie. Oui, juste avant la pandémie. Là, c'est à peu près là. Puis c'est quoi cette envie-là d'aller... parce que ce que les filles avaient bâti, c'était une communauté, c'était comme tout. Puis à quel point, dans le fond, vous avez. Ça a dû être.
je me mettais à votre place, puis j'étais comme, comment on fait pour bien intégrer ça avec nos équipes? Toi, c'était cool, tu faisais du bike. Fait que t'es comme moi, je peux vous aider. Oui, clairement. Là, puis quand on a fait l'acquisition, c'était comme un rêve un peu, là, pouvoir travailler sur un projet de vélo. Pour toi, là? Ouais, c'était-tu partagé aussi? T'avais-tu d'autres cyclistes, d'autres... Oui, okay. Au bureau, il y a plusieurs mondes qui pratiquent le vélo, là, que ce soit au marketing, au web, à la production. On est vraiment comme une gang de plein air, que ce soit, on fait du ski l'hiver, on fait du vélo l'été. C'est vraiment une petite gang serrée. Là. Puis comment vous avez appréhendé le fait que là, vous étiez sur des vêtements plus d'hiver, mais là, vous alliez comme avoir un truc... Vous allez sortir du stock à l'année, finalement, parce que vous allez alterner une collection de vêtements rage puis une collection de trucs d'été. Oui. Au début, on pensait que ça... on a comme eu un petit wake-up call parce qu'au début, on pensait que ça allait être facile. C'est des vêtements stretch, ça va pardonner, ça va être facile à faire, mais on s'est rendu compte vraiment vite que des fois, le patron, ça se joue au millimètre là, pour que ça soit confortable, puis avoir un équilibre de créer un vêtement qui est à la fois performant, confortable sur le vélo, mais aussi... quand tu n'es pas sur ton vélo, que tu sois en train... À l'aise. À l'aise. Mais tu es à l'aise, tu es confortable, mais tu es aussi confortable psychologiquement. Je pense que ça joue beaucoup aussi. De pas ton ressenti sur... tu veux dire? Des fois, ça peut créer un inconfort. On le sait, surtout pour les personnes qui sont nouveaux dans le vélo. Puis la première fois que tu mets un bib, c'est intimidant. Tu peux pas cacher grand-chose. Fait que ça peut être intimidant, puis tout le monde, gars ou fille, tout le monde veut looker good au bout de la ligne. Fait que c'est comment tu réussis à avoir un équilibre entre la performance, le confort sur le vélo, mais aussi comme avoir du sens. C'est un peu ça l'enjeu. Fait que c'est sûr qu'on s'est rendu compte justement que les produits étaient plus durs qu'on pensait à développer, puis souvent plus longs aussi, parce qu'il y a tout un aspect de testing qui rentre en ligne de compte là, pour s'assurer que le produit que tu mets sur le marché, il fit, mais il est de qualité aussi. Puis c'est quoi, mettons, c'est peut-être un petit peu une question plus loin, mais les types de tissus que vous utilisez dans le monde du vélo versus les types de tissus que vous utilisez dans le monde du manteau puis du outerwear. Il y en a-tu qui se recoupent ou c'est complètement différent? Parce que moi, quand je regarde ça d'un extérieur, c'est complètement différent. Oui, c'est complètement différent. Là. Comme, mettons, dans le vêtement de vélo, on va utiliser principalement pour les jerseys du polyester. Fait que le polyester, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça absorbe pas l'eau puis ça sèche ultra vite. Puis les couleurs, ils sortent vraiment bien. Quand tu fais un jersey, la plupart du temps, c'est un procédé de sublimation pour mettre la couleur sur un jersey. Fait que le polyester, c'est comme la meilleure matière pour que tes couleurs soient fidèles puis soient assez riches, saturées. Puis après ça, pour tout ce qui est bib, on va favoriser le nylon. Le nylon, il est beaucoup plus durable. Il y a une élasticité aussi qui est plus le fun. Fait que ça va épouser mieux la forme du corps. Puis aussi, c'est un matériel qui est plus doux. Fait que c'est vraiment plus approprié pour les bibs. Puis il y a des constructions que tu peux faire aussi qui sont plus adaptées au nylon, comme quand tu viens coller le tissu ou le découper au laser. Mais comparé à orage, ça va être des matières beaucoup plus axées sur le waterproofness, l'imperméabilité du vêtement, puis la chaleur, beaucoup d'isolant aussi dans orage. Tandis que Peppermint, il y en a pratiquement pas. T'es plus à l'autre opposé, il faut que ça évacue. Il faut que ça garde. Là. C'est ça, exact. Okay. C'est vraiment ça. Puis quand vous êtes lancé là-dedans, dans cette aventure-là d'acquisition de Peppermint, le côté comment on fait pour justement dans le monde du vélo pour créer quelque chose qui intimide pas? Ouais. Parce que, tu sais, je reviens à ton affaire de skate, je reviens à ton affaire de vélo de montagne, puis c'est un challenge qu'on a chez Physio Vélo aussi, tu sais, de dire si on se peinture trop dans un coin par rapport à la performance, puis entre guillemets, la cycling mafia, tu perds tous les gens potentiellement qui veulent avoir du plaisir sur le vélo, mais qui vont être intimidés par ces standards-là qu'on s'impose pour aucune bonne raison autre qu'être dans notre communauté puis de se reconnaître. Là. Ouais, exact. Fait que l'enjeu de démocratisation puis de rendre ça non intimidant, ça s'adresse comment dans la com puis dans la fabrication du vêtement? C'est ça, comme tu l'as dit avec Peppermint, on veut vraiment encourager les filles sportives à
à pratiquer le vélo, puis on veut les mettre en confiance, puis on veut créer avec la communauté. Tu sais. Puis comme tu l'as dit, le vélo, ça peut être intimidant parce qu'il y a un gros volet performance là, avec la vitesse, le prix. Le prix en premier lieu. Ouais, c'est ça, les watts, puis tout. Puis tu as aussi un volet intimidant avec toute la technique reliée au bike, tu sais, comme l'entretien, gonfler les pneus. Ouais, c'est ça. Au début, je veux dire, quand t'es jeune, t'as un vélo, tu gonfles jamais les pneus. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, il faut que tu y penses. C'est ça. Fait que ça peut être... La première barrière, elle peut être assez... éducative. Ouais. Tu sais, je pense suivre... filles ou gars, là, je pense dans le vélo, c'est les mêmes réalités. Ouais. C'est de les suivre pas à pas là-dedans. Sont rendus, là. Ouais, puis de sentir qu'ils font partie d'un groupe, je pense que ça aide beaucoup. Puis après ça, au niveau des vêtements, il y a plein d'astuces qu'on utilise sur nos vêtements. Comme exemple, les manches, les faire pas trop serrées, mais un peu plus longues, pour pas avoir un effet saucisse. Tu vas pas avoir une belle... des beaux bras, quelque chose de plus élégant, je pourrais dire. Des trucs aussi qu'on a fait, c'est au départ avec Peppermint, quand je mettais un jersey, moi, ça me fitait comme un gant, c'est quand tu y penses, ça fait pas de sens, là, surtout avec notre prémisse qu'on est spécialiste dans les vêtements de femmes. Fait qu'on a revu le fit de nos jerseys pour donner plus d'aisance à la poitrine, les points de respirabilité aussi, on les a ajustés. La longueur, on l'a ajustée aussi. On a sondé beaucoup nos consommatrices, nos athlètes, nos représentants, le staff au bureau pour essayer de trouver comme le sweet spot entre confort, look puis performance. C'est vraiment important parce que je pense que tu ne peux pas plaire à tout le monde, mais il y a un dénominateur commun, je pense. Puis, j'allais dire, c'est quoi le... Mettons, parce que je suis vraiment pas expert. Là, je m'achète genre vraiment rarement du linge. Honnêtement, je porte mes affaires jusqu'à temps. Je suis pas une carte de mode. Je suis vraiment pas la bonne personne. Là, les gens peuvent pas se fier à moi là-dessus. Mais c'est quoi, mettons, justement, un jersey qui va être axé sur la performance? On va être dans les trucs, justement, j'en ai acheté un l'autre fois, puis c'était saucisse pas mal, comme tu dis. Là, c'était extrêmement serré. Il suffit que tu aies genre minimalement un bicep, puis là, tu trouves ça trop serré. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est quoi tu sais, mettons, un jersey qui serait performance, ça serait quoi les caractéristiques que tu verrais? Les premières caractéristiques, c'est au niveau du fit, on le sait tous, là, c'est plus c'est serré. Très serré, il y en a qui aussi qui downsize leur vraie grandeur. Là. Écoute, j'ai acheté un X large dans mon jersey. Puis là, j'arrêtais pas de prendre plus haut. J'ai pris un bib médium, puis là, j'étais là. Genre, j'étais large. My God, c'est trop petit. Puis là, j'étais rendu à X large. J'étais comme, mais là, il y a beaucoup de gens qui seront pas habillés par ce brand-là. Parce que là, je finis à X large. Oui, il y avait une différence entre ça. On le retrouve souvent, il y a une différence de taille entre les. Si on essaie d'être. Quand tu fit dans Peppermint, il faut que tu sois en haut, en bas, grosso modo. Égal. C'est comme un small. C'est un espèce de système, là, la manière qu'on le travaille. C'est le bib, c'est un peu ta fondation, c'est ça qui va mettre le confort sur ton vélo avec le chamois, la matière, les bretelles. Puis il va y avoir un effet gainant plus sur le bib pour juste comme tout tenir. Mais aussi, tu sais, comme juste faire une meilleure silhouette. Puis des fois aussi, on dit tout tenir, mais en fait, ça, c'est très masculin comme assumption. Mais il y a aussi le fait d'être bien... de ne pas avoir de plis. Moi, c'est quelque chose que je répète souvent aux gens quand ils viennent en clinique. Bon, première chose, s'ils ont des sous-vêtements, je leur dis, avez-vous essayé sans sous-vêtements pour éviter les plis, puis les coutures, puis tout. Mais une des choses, c'est que les gens qui s'achètent des fois, je pense, quand ils commencent, un conseil qu'on leur donne, c'est d'être confortable. Puis des fois, étant donné qu'ils sont intimidés par le fait que c'est très moulant, très serré, ils vont prendre un size plus grand. Puis là, on se retrouve avec un chamois, une genre de padding à l'intérieur, la couche qu'on appelle, qui est comme lousse. Puis là, au final, ça crée des reliefs. Puis là, c'est là qui devient inconfortable. Oui, puis là, ça crée de la friction, des irritations, puis tout. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme le bib, c'est ta fondation, comme tu dis. Puis après ça, le jersey, lui... Sa job, c'est de te protéger du soleil, puis d'évacuer toute l'humidité puis la sueur. Fait que le bib, lui, le jersey, il va être plus léger, un peu moins compressif, plus avec des matières plus respirantes ou même des mèches. Là, fait que c'est un peu ça, de la manière qu'on travaille là, notre système ou notre kit Peppermint pour le vélo. Une question qui me vient par rapport aux mèches, j'ai comme l'impression que, en tant que néophyte puis non-connaisseur, le mèche, il est-tu aussi durable que l'autre tissu qui est comme plus plein?
Oui, en fait, la durabilité est pratiquement la même. Ce qui va varier, c'est le FPS. La protection au soleil. La protection contre le soleil, parce qu'évidemment, un grid va laisser passer plus le soleil qu'une matière pleine. C'est vraiment ça la différence. Tantôt, je vais juste annoncer tout de suite aux auditrices, aux auditeurs, qu'on va parler des trucs pour préserver quand on fait le lavage, tout ça. Moi, toutes les affaires que j'ai appris ben trop tard. Là. Mais avant d'aller là, je voulais savoir, parce que là, ce que tu as amené aujourd'hui, pour ceux qui le regardent en vidéo, c'est quoi tes inspirations? Parce que là, on est vraiment rendu là, dans des couleurs, comment on appelle ça? Toi qui es expert, ton sur ton, on appelle ça ton sur ton, tu l'as, tu connais ça. Faut l'intimider, genre. Ton sur ton, c'est parfait. C'est excellent. Ben, en fait, Peppermint, on essaie de créer notre propre univers. Je pense que ça vient peut-être un peu de ma nostalgie que je trouvais que dans mon temps, chaque brand avait beaucoup son identité. Chaque brand avait sa personnalité. Puis je trouve que avec moi, je l'ai vu, là, la transition vers tous les médias sociaux, l'Internet, puis tout, ça nous a rapprochés, ça a augmenté le pace aussi de tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, mais ça a aussi, je trouve, uniformisé les produits qui sont offerts à nous. On retrouve un peu toute la même chose un peu partout. Fait que chez Peppermint, on essaie de créer ça, de créer quelque chose de différent. Fait que c'est sûr que des fois, ça déplaît parce que t'es différent. Voici l'univers, voici la proposition qu'on vous fait. Là, pour, Mais je pense qu'à long terme, c'est payant parce que ça crée un sentiment de reconnaissance. Puis créer ta propre personnalité, à mon avis, c'est positif. Mm-hmm. Puis pour Peppermint, la personnalité, c'est quelque chose de fun, de vivant, de dynamique. Ça va avec nos valeurs, puis c'est aligné avec ce qu'on veut faire, avec qu'on fait comme message ou que ce soit avec la communauté, comme on parlait plus tôt d'amener les filles avec nous, de découvrir le vélo, de les amener avec nous dans tout le processus. C'est ça, j'allais te relancer tantôt là-dessus parce que je sais que vous avez fait, puis là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu sais, vos rides, où est-ce qu'il y avait des ateliers. Là, ça, c'est une histoire qui est moins d'actualité ou faites-vous encore ça? On fait toujours les Let's Ride qu'on appelle. Okay. Puis des fois, c'est soit des ateliers ou des cliniques. Des fois, là, tu fais de la pizza. Là. C'est ça que je pense. Des fois, il y a de la pizza. C'est ça, il y a un peu de tout. On essaie de varier pour genre, juste créer comme de l'intérêt. Puis, mais ça reste comme le core de ce qu'on fait. Parce qu'à la base, oui, on fait des événements de vélo, mais comme on dit depuis tantôt, on veut créer une communauté. Mm-hmm. On veut que la femme se sente bien dans l'industrie du vélo. Tu sais. Je vais parler de la communauté parce que c'est un enjeu de branding qui est vraiment important. Moi, ça a comme pris du temps avant que je réalise, je pense, l'identité qu'on propose aux gens à travers Physio Vélo. Puis dans le monde du positionnement cycliste, je suis ouvert à tes idées d'ailleurs. C'est bon. Tu sais, dans le monde du vélo, tu as comme beaucoup cette identité-là par rapport à la performance puis au fashion. Puis moi-même, étant un petit peu... je rejette un peu ces trucs-là. Tu sais, comme quand j'étais ado, je m'habillais au village des valeurs puis j'étais comme assumé que genre j'étais habillé en gars du IGA puis ça avait pas de bon sens. Fait que j'ai toujours eu ce petit côté-là en moi. Puis j'essaie de... Je me dis, bon, je pense pas que tous les gens veulent faire ça, mais... chez Physio Vélo, je me dis toujours, il y a plus de gens qui veulent être confortables sur un vélo que de gens qui veulent accéder à la performance. Les gens qui veulent accéder à la performance, par contre, ont le désir d'être confortable également. C'est chose qui n'est pas inversement vrai, dans le sens que si tu es confortable, tu ne désires pas nécessairement aller vers la performance. Fait que, l'image de la communauté qu'on se fait, je pense qu'elle doit être plus ouverte pour justement, parce que des gens, quand tu te positionnes il n'y en a pas tant au Québec, tu l'as dit, on en a parlé tantôt, la communauté cycliste au Québec, c'est tout petit. C'est tout petit. Fait que si tu te peintures dans un coin, c'est comme ton marché devient infime. C'est ça. Mais c'est un peu ça, on va offrir des produits, on ne va pas offrir juste des produits de performance, ton line-up, ton architecture de collection, il doit
être diversifié. Il doit offrir différents types de produits. Là, on pourrait parler des fits, entre autres. On va avoir un fit plus performance, plus tête, comme on disait tantôt. Mais on va offrir aussi quelque chose peut-être un peu plus décontracté pour un autre type de clientèle. Mais il faut qu'il y ait un dénominateur commun dans tout ce que tu fais. Tu peux pas aller comme champ gauche. Puis, tu fais pas genre un truc pas normal. Après ça, tu fais un truc genre chemise en flanelle. Oui, c'est ça. Il faut que ça reste quand même relevant dans ton branding ou dans ta marque. Puis dans ton branding, justement, est-ce que cette cohésion-là est assurée par le fait que, mettons, je pense à Uniqlo parce que les couleurs, comme toutes matchent quand même pas mal ensemble, tu rentres là, puis ça peut aller assez vite de te trouver des affaires parce que ça. Moi, en tout cas, en tant que personne qui est intimidée par comment bien m'habiller, j'ai eu de la misère à le faire tout seul. Fait que quand je me rends là, d'habitude avec ma conjointe, je veux dire, ça va vite, on est efficace, je ressors de là, je suis beau, je suis content. Est-ce que c'est un peu la même chose, cet environnement-là, que chez Peppermint? Oui, on crée ce qu'on appelle des color stories. OK. Fait que les color stories, de la manière qu'on fonctionne, on a nos neutres. Fait que c'est des gris, des beiges. Genre un peu le bib que tu as comme le bib là. Puis en général, justement, ça va partir du bib. Parce qu'on n'arrête pas de dire depuis tantôt que c'est la fondation. Okay. Puis après ça, tu rajoutes ta couleur. Fait que de la manière qu'on fait la promotion de la collection, ou on vend la collection aux détaillants, c'est en général, le détaillant va choisir une color story. OK. Pour que ça marche dans son... Pour faire ce qu'on appelle un merchandising, une présence en boutique qui fait du sens. Puis je te dirais que c'est un peu ça qu'on a travaillé le plus chez Peppermint au courant des dernières années, parce qu'avant, c'était super beau, Peppermint, mais c'était une business qui était axée presque entièrement sur le D2C. Fait que le merchandising n'était pas vraiment important. Fait que le line-up de jersey était vraiment différent. Puis les gens étaient comme, je prends un ici, un là, ce qui m'allume. C'est ça. Mais quand tu le mettais dans une réalité de boutique, ça faisait un petit peu Skittles. T'avais beaucoup c'est bon, les Skittles, mais là, c'était un peu étourdissant. Ça faisait beaucoup de print, beaucoup de couleurs puis tout. Fait que nous, notre objectif, c'était de faire un peu de ménage puis de ramener le brand dans une réalité un peu plus B2B pour les détaillants. Parce que ça, c'est un autre aspect dont on va parler, tu sais, cet enjeu-là du marché qui est passé de vraiment tout en boutique. Puis on pensait que tout allait en ligne. Comme l'histoire de Nike qui pensait qu'ils allaient tout fermer leur boutique. Finalement, ça s'est hybridé. Dans le sens que c'est rendu un hybride. Il faut que tu maîtrises les deux trucs, ce qui doit être, comme tu l'as dit, particulièrement challengeant parce que les deux marchés coexistent. Puis là, tu peux pas faire deux collections différentes. Puis les deux, ils ont des positifs et négatifs, là, leurs avantages et leurs inconvénients. Là, fait que naviguer dans tout ça, c'est... On va en parler. J'avais juste le goût de savoir, toi, un peu tes inspirations quand tu repenses au skate, quand tu repenses à... Tantôt, tu m'as parlé de l'identité. C'est quoi, en ce moment, toi, où est-ce que tu vas t'inspirer pour ces affaires-là? Chez Orage puis Peppermint, c'est deux mondes complètement différents, là, comme on peut l'imaginer. Tu mets ta Switch à Peppermint, tu Switch à Orage. En même temps, c'est ça qui est le fun, parce que je pense que c'est ça qui fait que ça fait des années que je suis là. C'est parce que c'est pas une job routinière. Je fais jamais la même chose. On touche jamais au même produit. On est tout le temps sur un autre projet, un autre défi. Fait que je pense que c'est ça qui garde comme la flamme allumée. Puis, veux pas aussi, nous, comparé à ce qu'on disait en agence, c'est un fast-pace. T'as les projets qui s'enchaînent. Nous, on release une collection une fois par année. Fait que quand tu fais ta prochaine collection, tu dis l'année prochaine, je vais la faire encore mieux, mais tu as un an avant de te rendre là. Fait que les années s'accumulent vite. Fait que pour l'inspiration, Orage, c'est Canada. C'est toute la culture, la nature. On a un des plus beaux pays du monde, un des plus diversifiés aussi. Puis on a établi une color palette, une histoire de couleurs là, chez Orage qui est très, très nature, qui ressemble vraiment au Canada avec les rouges, les kakis, les gris. Les oranges. L'orange, c'est comme un peu le petit côté chasseur, le petit côté canadien. Puis ça fait aussi office de safety en montagne, là, de visibilité. Okay. Donc, Orage, c'est plus en sobriété, c'est plus nature. Peppermint, c'est un peu l'inverse. C'est summer, c'est plus vivant. On s'inspirait beaucoup des fleurs, des fruits. Un petit scoop en 27. Je suis un peu mélangé parce que, comme je disais, j'ai comme 3 années qui chevauchent, là, mais en 27, on s'est inspiré plus du West Coast, Californie, désert. Fait que c'est toujours
je trouve la nature, c'est tellement beau, c'est un bassin inépuisable d'inspiration, mais les résultats finaux pour les deux brands sont complètement différents. Orage est plus sobre, je dirais, un peu plus nature. Peppermint est beaucoup plus vibrant. Dans la couleur. Oui, dans la couleur, dans les prints. Ben, quand tu as dit fruits et fleurs, je pense que c'était un peu ça qu'on a là. En 2025, tu as progressé, plus de vélo, plus d'intervalles. Tu veux dropper ton cockpit parce que tu veux aller plus vite, mais ça se peut que ton bike fitting d'il y a 2-3 ans il soit plus approprié pour toi parce que ton corps a changé. Chez Physio Vélo, lorsqu'on te voit en bike fitting, on t'évalue et on ajuste le vélo en fonction de ton corps, peu importe tes objectifs. Que ce soit sur un vélo de route, un vélo de triathlon, un vélo à assistance électrique, on peut t'aider à être confortable et à faire plus de vélo. Prends ton rendez-vous à bike fitting, on se voit bientôt à la clinique. Ciao! J'ai le goût qu'on parle de fabriquer des vêtements de même. Qu'est-ce que ça implique? Je te vois souvent dans tes réseaux sociaux que tu es parti en Europe, dans les usines. Fait une fois que vous avez comme fait votre palette, votre comment on dit ça? Color Story? Color Story. Une fois que tu as fait ça, les patrons puis les choix de tissus, c'est quoi? C'est en Europe? Ben, c'est ça. Le développement d'une collection, ça se fait pratiquement en 18 puis 24 mois. Fait que ce que vous voyez en boutique là, ça a été designé là, pratiquement 2 ans. Okay. Fait qu'au début, c'est un processus d'architecture de collection. Quel produit on veut ajouter à la collection, quel produit qui fait peut-être un petit peu moins bien qu'il faut redesigner. Le design embarque après. Le sourcing, c'est la recherche de matière. Fait qu'on se fait comme un wish list des produits qu'on a de besoin, puis chaque produit a comme son DNA, si on veut. Fait qu'on a besoin de tel tissu, telle isolation, tel fermoir. Fait qu'on part en sourcing. Après, en parallèle, le design se fait. Puis une fois que le design est fait, puis le sourcing est fait, on envoie ça à l'usine qui nous crée un prototype. Alors, après ça, le prototype, soit on le reçoit, le premier prototype, soit on le reçoit au bureau sur Rachel, ou on va voir nos usines. Dans le cas de Peppermint, c'est des usines en Europe, là, en Italie puis en Roumanie. Fun fact, là, je vous dirais que toutes les matières de vélo puis toutes les usines de vélo, pour toutes brands confondues, c'est pas mal toutes les mêmes. Fait que au niveau qualité, là, à moins de prendre des brands qui sont faits peut-être plus en Asie, là, mais au niveau qualité, là, c'est sensiblement toute la même chose. Ce qui est vraiment la différence entre les brands, là, c'est couleur, branding, marketing, mais sinon, pour un brand qui met la qualité au top de sa liste, c'est pas mal les mêmes usines. C'est-tu des usines qui font juste du vêtement de vélo? Juste du vêtement de vélo, spécialisé là-dedans. Parce que justement, c'est ultra spécifique, la maîtrise de ces matières-là. Juste coudre ça, c'est un challenge. C'est tellement fin, c'est tellement stretch. Fait que je dirais que c'est pas mal, tout le monde fait son stock à la même place. Puis une fois qu'on a reçu les prototypes, là, on les commente, on les ajuste, le fit. Puis si on fait du back and forth en général pendant, je dirais, 3 mois au moins, à peaufiner le fit. Puis il y a des séances de fitting. On fait aussi du testing avec nos athlètes, le staff au bureau. Puis ce back and forth-là, comme je dis, il dure 3 mois, des fois même 6 mois. Puis après ça, on reçoit nos échantillons à la vente. Puis après ça, les représentants partent sur la route avec la collection. Puis ils ont quelques mois, 2-3 mois pour vendre la collection. On reçoit nos commandes. Puis là, on passe la commande finale qui va être livrée en boutique. Directement. Comme 6 mois ou 8 mois après. Dans cette production-là, je pense qu'on pourrait peut-être parler de l'enjeu écologique puis durabilité, parce que durabilité, écologie, cycle de vie, tout ça, je pense qu'il y a une belle opportunité là, de discuter de ça, parce que ça fait de plus en... En fait, il n'y a plus personne qui je pense, fait un produit sans au moins avoir la perception que ça va être important pour le public qui va l'acheter. C'est comme maintenant, c'est rendu obligatoire. Là. Tu peux plus... c'est comme ça va de soi. Là. Fait que la première chose, faire un produit durable pour en acheter moins. Oui, c'est ça, c'est la base réduire. De tout. Réduire. Les 3 R, on s'en rappelle. Exact. C'est quoi? C'est réduire, réutiliser, recycler. Oui. Les 3 R. Fait qu'on commence par réduire. Fait que quand on crée un produit qui est durable, ça veut dire que les matières qu'on choisit, tu sais, parce que des fois, on peut faire un compromis sur le prix, là, je pense, là, quand on achète quelque chose qui est moins durable. Mais ça devrait durer combien de temps, mettons,
un jersey. Commençons par le jersey, puis on parlera du bib après. Fait que, un jersey, on parle-tu d'un nombre de lavages? C'est quoi qui vient détériorer un jersey? Avec le temps, par expérience personnelle, je pense plus en nombre de kilomètres parcourus en vélo. Si, mettons, exemple, comme je te disais en pré-entrevue, là, quand tu as fait 10 000 km avec ton bib, là, je pense qu'il est temps qu'il prenne sa retraite. Là. Ça va commencer à être transparent, le chamois va commencer à être peut-être écrasé ou avoir fait son temps. Fait que je te dirais, moi, je trouve après 10 000 kilos, là, les vêtements, ils ont vécu, puis assez de lavage, assez de ride, puis tout, là, que c'est peut-être le temps de le changer. Orage, le temps de vie est beaucoup plus long. Là. On est sur des matières beaucoup plus résistantes. Puis tout. Là, même si on utilise des super bonnes matières, comme je disais, plutôt du nylon dans les bibs. Puis tout. C'est parce que c'est fin. Ouais, c'est pas un vêtement épais. Puis, tu sais, veux pas tout ce qui est stretch, comme tu disais, à force de le laver, ça perd un peu d'élasticité. Les vêtements sont vraiment sollicités avec la sueur, les rayons UV. Le soleil, donc, tu sais, c'est quand même mis à rude épreuve. Là, comme, Ouais. Faisons peut-être le top des trucs pour le lavage. Parce que ça, je pense que c'est vraiment... j'ai appris ça trop tard. Fait que moi, une des choses que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je nettoie ça, peut-être même dans une pochette, là, tu sais, comment t'appelles ça, un petit moustiquaire? Un petit sac là, en mèche, là, des fois. Fait que un sac qui est souvent utilisé pour les sous-vêtements féminins, d'utiliser ça pour laver. C'est sûr que il suffit d'une fois où ce que ton bib il est pris dans ta machine à laver puis que les bretelles s'étirent pour en prendre ta leçon à $300. Là. Ouais, c'est ça. Et plus, des fois. Et plus. Fait que les best practices pour le lavage, on y va avec la liste, là, peut-être que tu m'as donné ici, qui est de fermer les fermetures éclairs. Ouais. Refermer le truc, le virer à l'envers en bon québécois, donc le retourner pour être sûr de ne pas abîmer les impressions de logo. Puis les transferts, des fois, les imprimer sur les bibs, on appelle ça un e-transfer. Ah oui. Fait que ça, le virer à l'envers, en bon québécois, c'est juste de protéger justement ces imprimés-là qui sont peut-être un peu plus délicats. T'sais. Pour la tendance gravel-bouette, tu suggères aussi des fois peut-être des choses qu'on fait rapidement, mais de bien rincer à l'eau froide là, pour être sûr de ne pas... de ne pas mettre du papier sablé dans ta laveuse. Ben oui, c'est ça. Ensuite, lorsqu'on parle du cycle de lavage... d'avoir une température qui est plus basse que plus chaude, là, finalement, d'avoir quelque chose de plus... tu as dit 30 degrés Celsius maximum, ce qui doit correspondre à genre au médium. Ouais, genre, juste pas chaud. Ouais. Lessive douce, puis tu suggères plus liquide que détergent en poudre. Parce qu'encore une fois, il faut éliminer tout ce qui est abrasif. Fait que ça soit terre, sable, comme on discutait, mais aussi les détergents en poudre. Là, ils sont très concentrés. Oui, c'est très concentré. Là. Pas d'assouplissant. Oui, ça bouge comme les pores du tissu. Ça va juste affecter la performance de respiration des tissus. Pas d'eau de javel non plus, mais non, ça, c'est plus évident. Ouais. Puis laver séparément les jeans ou les vêtements rugueux. Oui. Oui, OK. Même si j'y mets dans les poches, parce que là, je t'en train de me dire... Non, mais pour vrai... Il ne faut pas mettre son pantalon corduroy et son côte de jeans avec tes petits vêtements de vélo. Là, t'as raison. Essayer de laver le même type de vêtements ensemble, là, ça va aider. Je vais devenir un adulte à un moment donné, mais... c'est ça. Non, mais c'est parce que des fois, par contrainte de temps, je suis comme, si je le mets dans mon petit sac de mèche, c'est déjà moins pire. Genre, j'essaie d'y aller au moins pire pour que ça se lave. Fait que le filet de lavage recommandé pour les cuissards puis les maillots très fins, moi, je pense que c'est la grosse affaire. Pas mettre à la sécheuse aussi. Là. Il n'est pas dedans parce que ça te semble peut-être obvious, mais... Ouais, puis faire sécher ton bib inside out aussi. Là, ton bib, il va... C'est pas qu'il garde l'humidité. Oui, il va sécher beaucoup plus vite. Là. Puis le truc aussi, je pense, je ne sais pas si je l'ai mis, mais s'il vous plaît, là, mettez pas vos gants avec des velcro avec vos produits. Là, les velcro, c'est un peu la pire affaire. Ça arrache, ça s'agrippe. Bon, ben, je vais ajuster tout ça, Fred. Je vais ajuster mon lavage. Non, mais je pense que ça, c'est la chose qui fait que depuis que je fais ça, j'ai pas perdu un vêtement dans ma laveuse à faire une erreur. Puis les trucs durent plus longtemps. C'est tellement dispendieux. Ça vaut la peine de les protéger effectivement. Un peu. Si on continue par rapport à la longévité, puis je pense qu'une des grandes questions là, de toute
toute la population cycliste. Les gens sont comme, c'est quoi le meilleur chamois? Ouais. Bon, là, après ça, il faut expliquer aux gens qu'il y a différentes épaisseurs. Tout le monde a des parties génitales différentes. Tout le monde a une relation avec sa selle, qui d'ailleurs peut être la mauvaise selle. C'est pas juste le chamois qui va qui va te sauver le cul, comme on dit. Mais fait que dans les choix de chamois, tu peux peut-être le prendre, là, le chamois que tu nous as amené justement pour aller vers le... Ça, ça doit être notre Bible ici. On appelle tout ça grège. La couleur? Ouais, mais je me souviens plus de la couleur qu'on l'a dit, mais c'était genre un taupe, mais grège. Taupe. Ouais. OK, parfait. Fait que bon, chamois, cours de chamois 101, cours de tout. Part de zéro, là, je t'avoue que... En fait, pour nous, Peppermint, on est quand même une petite équipe. Fait qu'on n'a pas la capacité de développer nos propres chamois. Puis il y a des produits qui sont sur le marché qui sont extrêmement de des compagnies qui sont déjà spécialisées là-dedans. Fait que nous, on utilise du Elastic Interface. C'est pratiquement c'est les meilleurs. Là. C'est ceux qui offrent une plus grande gamme de produits. Leur matière, leur qualité de mousse sont incroyables. Puis ils font surtout aussi une gamme spécifiquement pour les femmes. OK. La différence principale entre l'homme et la femme, c'est vraiment les points de pression puis les zones où tu as la mousse. Ce qui est le fun aussi avec Elastic Interface, c'est que pour tout ce qui est chamois de femmes, il offre 3 types de densité de foam. Tu as 3 niveaux. Tu as 1, 2 puis 3. C'est pas nécessairement un gage de qualité, mais c'est plus c'est plus pour répondre à une sensibilité que la femme peut avoir à cette place-là, si on veut. Là, c'est-tu au niveau de discussion ou c'est vraiment au niveau partie génitale en avant? Partie génitale en avant. OK, fait que tu peux avoir plus mou, comme un peu la... Moi, je fais le parallèle avec la selle, là, chez Specialized, qui au début ont sorti la Power Mimic juste pour femmes. Puis finalement, ils se sont rendus compte que même les hommes aimaient ça, que ce soit un peu plus mou en avant. C'est ça, exact. OK, fait que tu as cette option-là, de genre au niveau, là, partie génitale, vulve, tu as comme différentes options. Ou différentes densités de foam ou confort, si on veut. Nous, chez Peppermint, pour tout ce qui est gravel, on utilise un 3. Puis pour tout ce qui est vélo de route, c'est 1. Puis c'est ce qu'on a découvert en faisant nos recherches, essais-erreurs, qui convenaient plus au type de personnes qui pratiquaient les sports. En général, aussi, une femme qui va être un peu plus âgée va avoir plus de sensibilité à ce niveau-là. Fait qu'elle va préférer un niveau 3 plus épais. Puis après ça, c'est sûr que ce qui est le fun avec tous ces chamois-là, c'est qu'ils sont antimicrobiens. C'est pas toutes les compagnies qui ont ce feature-là? C'est pas tous, de plus en plus. Parce que les matières ont évolué. Il y a même des matières qui ont une espèce de crème intégrée dedans, là, si on veut, là, quand ils tissent les tissus. OK. On est vraiment loin des chamois en cuir là, du début. Ça, même, je vous dirais que le chamois cream, si ton bib, tu l'as acheté à la bonne taille, comme tu disais tantôt, puis tu as un chamois qui te convient par rapport à ta morphologie, tu n'as pas nécessairement besoin de mettre de la crème dans tout ça. Là. Il y a des petites exceptions, là, peut-être des long rides ou c'est sûr, si tu fais une coupe à blanc dans cette région-là, fais attention. Fais attention. Là. C'est ça, tu vas peut-être avoir besoin. Ça, c'est un autre truc que les gens ne connaissent pas. Dans le fond, le rasage intégral au niveau homme ou femme, là, mais ça vient avec ses contre-coups, là, parce que quand le poil repousse, la sensibilité de la peau, le poil, il y a un effet de protection que les gens peut-être oublient. Là, le poil protège des frictions, en fait. Là, fait que c'est... Vive le poil. Ouais, vive le poil. ça dépend. Mais si on continue, là, peux-tu me montrer qu'est-ce qui a changé dans les 20-30 dernières années là, par rapport à ça? Parce que... c'est super intéressant. En fait, ça, c'est le prochain Bible qu'on va offrir l'an prochain. C'est nouveau. C'était le dernier élément de notre système que je parlais, là, qui nous manquait. Cool. Avant, je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais la qualité d'un bib se mesurait par le nombre de panneaux que tu avais sur le bib, le nombre de découpes. Oui, tu as raison. Hein? Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais ça, j'avoue que je n'étais jamais rentré là-dedans. Mais tu as comme une grande évolution entre maintenant, il n'y a juste plus de panneaux. Genre, le moins de panneaux, le best. Le best. Je m'en souviens quand les premières fois que je rentrais dans un bike shop, il me disait genre, hey, ça, c'est un 8 panneaux, là, tu vas être confortable. Il y a de la couture là-dessus, mon chum. C'est ça, exact. Tu vas être vraiment confortable. Fait que là, c'est... En fait, c'est-tu... excuse de couper, mais c'est-tu
étant donné que les propriétés des matières étaient peut-être moins élastiques, là, on était obligé de faire des panneaux pour avoir les formes de la cuisse, mettons, des fesses puis tout. Oui, absolument. Puis les matières étaient beaucoup plus épaisses aussi. C'était beaucoup plus lourd, c'était moins stretch, comme tu dis. Fait que c'était plus important. Mais maintenant, c'est beaucoup inspiré du athlétique, là, toutes les leggings. Il y a aussi plusieurs compagnies dans le bib qui essaient de faire des seamless ou qui n'ont carrément pas de couture, que c'est une machine qui tricote en gros ton... Oui, comme les base layers. C'est ça, puis les culottes pour femmes sans couture, etc., sans couture, là, qui sont populaires. Oui, ça s'en vient tranquillement. Est-ce que ça serait une des choses qui va... Oui, mais encore une fois, c'est tout l'équilibre en durabilité, confection, parce que fit. tu t'assois là-dessus puis tu le frottes sur ta selle. C'est ça, exact. Ouais. Donc, excuse-moi, tu étais en train de dire que c'était ce qui te manquait dans ta collection. Là. Ben, c'est ça. Mais c'est super pertinent ce qu'on disait parce que ce bib-là qu'on va introduire, il n'y a pratiquement pas de couture, justement. C'est vraiment... on a minimisé les coutures. Le tissu nous permettait de faire ça aussi. On a éliminé l'élastique à la bande. Là, tu as juste mis de l'antidérapant à l'intérieur, là, si tu veux le montrer à celle-là. Oui, je vais juste la mettre ici. En fait, c'est transparent, le petit silicone, fait que c'est peut-être un petit peu dur à voir. Là, mais c'est cool, ça. Fait que ça, on a fait ça aussi. Pour des raisons esthétiques, mais aussi au niveau de cette matière-là, vu que c'était un nylon, ça nous permettait de le faire. Puis sans antidérapant, c'est qu'il remonterait, il se promènerait beaucoup sur la jambe. Puis on voulait éliminer aussi au niveau du look l'effet saucisse. Des fois, comme je parlais plus tôt pour les manches, des fois, l'élastique va venir serrer. Le garrot, là, ça fait comme un garrot. Ça. Puis là, ça fait une petite bosse, si tu veux, à la jonction de l'élastique puis du tissu. En plus d'être inconfortable. En plus d'être inconfortable. Fait que ça, c'est un commentaire qui revenait beaucoup quand on faisait nos focus group puis tout, là, d'essayer de créer une jambe un peu plus élancée, là, un peu plus droite. Après ça, toutes les coutures, c'est ce qu'on appelle des flat lock. Les coutures flat lock, c'est les coutures qui sont comme à l'extérieur. Encore une fois, c'est pour le confort, puis c'est pour quand tu enlèves ton bib, tu n'as pas la couture d'imprégner. Bon, maintenant que ça a l'air à l'intérieur quand tu le revires, cette couture-là. C'est complètement flat. C'est complètement flat. Fait qu'il n'y a pas comme la valeur de couture, puis tout. C'est vraiment une couture à plat. Fait qu'encore une fois, pour améliorer le confort, on a nos bretelles, qui ont... je suis un peu perdu dans tout ça. Nos bretelles qui ont une espèce de petit pinstripe, mais en fait, c'est plus que cosmétique. Là. C'est chaque petite ligne, c'est un mesh, fait que c'est encore une fois pour évacuer l'humidité. Ah, OK. Chez Peppermint, comme on dit souvent, là, on met beaucoup d'emphase sur le confort, mais aussi sur les besoins de la femme. Fait que le positionnement des bretelles est super important. Tu peux le descendre facilement pour la toilette? Oui, c'est ça, exact. On a vraiment évolué. Les premières années, on faisait un système qui était plus mécanique avec des aimants puis des attaches. Okay. Ça rendait souvent le bib inconfortable parce qu'en arrière, quand tu mets, mettons, tes collations dans ton jersey, ça venait appuyer sur l'espèce de boucle. Okay. Puis on a comme travaillé plus sur la mécanique du tissu, l'élasticité du tissu pour essayer de trouver une façon de rendre ça plus seamless, plus facile. Okay. Fait qu'on a joué avec l'élasticité du tissu puis le positionnement des bretelles. C'est drôle parce que j'avais la conversation avec justement Marie-Soleil Blais, là, qui est partenaire avec la clinique là, sur la Race Across Québec. Puis elle me disait, ça, c'est un des features que tu recherches quand tu fais de l'ultra. Il y a certains bibs qui te permettent d'aller aux toilettes facilement. C'est ça, exact. Puis quand tu as sorti le bib, moi, je me rappelle d'une époque où autant hommes que femmes, il y avait comme cette espèce de... C'était pas des bretelles, c'était une espèce d'armature qui montait très haut. Fait que là, c'était comme assumé. Tu allais aux toilettes, tu prenais 5 minutes. Oui, fait que tu enlèves tout. Là. C'est ça, OK. Fait que c'est ça le placement des bretelles qui permet de... Puis en avant aussi, au niveau de la poitrine, les femmes, en général, ils n'aiment pas ça, avoir les bretelles comme vraiment en avant. Sur les seins directement. Sur les seins, fait qu'on préfère comme les mettre un peu plus de côté. Fait que c'est tout des petits détails comme ça qui s'ajoutent qui fait que le bib est vraiment conçu pour... J'ai goût qu'on revienne à notre prémisse tantôt qu'on parlait par rapport au cycle de vie. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant. On a parlé, c'est des tissus qui sont des tissus techniques. On est dans des matières, justement, de sport. Fait que, à un moment donné, on réduit. Mais on peut aussi faire des choses que tu m'as montré sur le packaging qui est vraiment intéressant. Fait qu'à partir de là, je te laisse la porte ouverte pour peut-être faire une petite démo à la caméra à côté de moi. 100%. Puis parler de ta fameuse loupe. Ah oui, la loupe chez Orage. Il y en a un peu chez Peppermint, mais chez Peppermint, c'est en fait... comme tu disais, la matière recyclée puis tout, ça va de soi, c'est rendu un no-brainer, la durabilité des produits. Même au design, on va
ramener certaines couleurs pour que, mettons, année 1, tu vas acheter ton bib ou ton manteau orage, puis année 2, ben, tu rachètes une autre pièce, mais ça va encore... Tu as du color match sur une période plus grande. Au lieu de faire un genre de fast fashion, que tout est différent. Tout est différent chaque année. Tu vas pouvoir conserver ton produit plus longtemps. Mais le vrai problème auquel on s'est attaqué, c'est vraiment toute la chaîne de livraison. Quand tu ships au consommateur ou à la boutique, tout est enveloppé dans un Ziploc ou un sac de plastique. Puis pour nous, c'était vraiment dérangeant. Fait que pour Peppermint, c'est une solution hyper simple. Qui semble tellement obvious. Une fois que tu le sais, c'est tellement obvious. Puis je peux pas croire que personne ne l'a fait avant. Tu as ton jersey ici. Puis chaque jersey chez Peppermint qui soit livré en boutique ou... Il y a des poches derrière d'un jersey. Ouais, et voilà ce que tu peux faire avec la poche. C'est ça. Là, j'ai fait une job en 2 secondes. C'est livré beaucoup plus beau que ça. Mais tous nos jerseys sont livrés comme ça. Le jersey est à l'envers, fait qu'il est complètement protégé pour tout ce qui est poussière. S'il tombe par terre durant la chaîne logistique, tu as le petit QR code pour le pick and pack. Fait que ça va donner quoi le QR code? C'est-tu pour la personne qui va le mettre en étagère? Mettons, c'est sûr, c'est le small ou tout ça? Oui, c'est ça. Puis c'est pour la consommatrice aussi. Si elle scanne, elle va avoir la fiche produit avec toutes les technicités du produit, que ce soit les matières, le fit, les conseils. Les images pour voir de quoi tu looks avec le produit puis tout. Okay. Fait que ça, c'est vraiment unique à Peppermint. Puis ça nous a fait, je pense, économiser, c'est 300 kg de plastique à date. Fait que pour des sacs qui pèsent des microgrammes, c'est énorme. Puis ça, c'est quand même quelque chose vous avez pogné ça dans la rage, parce que rentrer ton manteau dans ta poche, ça fait un petit bout que les manteaux font ça. Là. Oui, mais personne le ship de cette manière-là. T'as raison, personne le ship. Ils disent que tu peux le faire, mais c'est pas le shipping. C'est pas le shipping. Puis chez Orage... Excuse-moi, y a-tu fallu changer l'interface de la poche pour que justement ça soit plus résistant? C'était juste... Puis les bibs sont pliés comme un manteau, comme tu dis, un manteau sont pliés sur eux-mêmes. Puis ça as-tu une loupe là-dedans, le bib? Non, même pas besoin. À cause de l'élasticité du tissu, de la jambe puis tout, ça se plie. Ça tient. Fait que c'est juste ça. Juste ça. C'est aussi simple que ça. C'est parfait. C'était pas plus compliqué que ça, finalement. Ben non, c'est vraiment simple quand tu y penses. Puis le sac de plastique, si on avait peur que le vêtement soit sali ou endommagé, mais maintenant, c'est tellement rendu... La chaîne logistique est tellement rendue... Je pense que les gens trouvent tellement ça nice de, au pire, le recevoir. Pas de sac, ils sont comme « Ah, enfin, man! Pas le sac inutile que je fais juste jeter. » Pour vrai, les détaillants, la première année qu'on est allé les visiter après qu'on a instauré ça, on y allait un peu de reculons, mais au contraire, c'était comme « Aïe, bravo! » ça enlève de la job, parce que les autres, il faut finalement qu'ils le déballent puis qu'ils le jettent. Là, exactement, puis ça crée des montagnes de plastique. Là, fait qu'eux autres, ils l'ont vu... c'est eux qui le voient le plus parce que c'est eux qui ont les quantités. Puis chez Orage, on appelle ça notre burrito. Là, on livre la plupart de nos layering avec une bande élastique qui est au col. Je vais le défaire comme ça. Fait que tu as ton produit. Puis ça, ce qui est le fun après ça, c'est que tu peux le réutiliser pour accrocher ton produit, pour le faire sécher, pour juste le ranger. Puis tu peux t'en resservir aussi si tu veux... packer ton produit dans ton sac à dos ou juste t'en servir pour le ranger. Lui, il est shippé comme ça aussi? Oui, lui, il est shippé comme ça. Tous nos layerings sont shippés comme ça. Puis tous nos auto-wear sont pliés sur eux-mêmes. Fait que c'est vraiment cool. On est vraiment fiers. C'est nice. Ça, c'est vraiment une option, je pense, qui peut être facile à implémenter pour, vraiment. Pour la majorité de l'industrie. Si on s'en va vers un sujet connexe qui est un peu la réparation, la première chose, c'est, je pense que du vêtement technique à réparer, comme tu l'as dit, faire des coutures là-dedans. Pour avoir demandé à ma mère, des fois, quand j'étais jeune, ça pouvait me réparer. Un truc technique, elle est comme, non, mon chéri, désolé, tu peux mettre une patch, là, mais c'est plus compliqué. Fait qu'à la base, il faut bien les protéger puis faire attention quand on les lave pour pas les briser, justement, avec du velcro, etc. Mais sinon, côté réparabilité, chez Orage, je pense que vous avez justement, vu que c'est des tissus beaucoup plus... résistants, il y a des systèmes de patch. Puis, il y en a Forêt, là, tu parlais de... Oui, on fait affaire beaucoup avec Atelier Forêt à Québec qui sont spécialisés dans la réparation de vêtements techniques. Aussi, on a des kits de patch de réparation quand c'est plus simple, là, ou des fois, les petites tirettes, là, les petites cordes sur les fermoirs, ils se détachent. Les changements de fermeture éclair, ça existe aussi? Oui, Atelier Forêt peut tout faire ça. Okay. Ils ont tout notre stock de tissus aussi, fait qu'ils
n'as pas de danger de te retrouver avec un manteau bleu puis une patch orange. Là. En général, ils ont tout notre inventaire de couleurs. C'est quoi la chose qui vous revient le plus pour réparation? Est-ce que les gens y pensent, premièrement? Moi, je sais que je l'ai fait parce que quand j'ai acheté des vêtements, je parle de vêtements d'hiver. Des fois, tu te dépenses beaucoup sur un vêtement technique qui est de haute qualité en sachant que, par exemple, Patagonia ou etc. vont pouvoir te couvrir quand tu vas avoir un défaut d'utilisation. Fait que vous, c'est quoi qui vous revient? Mais orage, c'est souvent plus des trous ou des déchirures, là, parce que le terrain de jeu, c'est le bois. C'est le bois. Puis des fois, des fermoirs après 10 ans qui vont lâcher. Là, ça fait partie un peu de la game puis de l'usure normale d'un manteau. Il y a beaucoup de monde aussi qui pense, ça vaut peut-être la peine de le dire, qui pense que mon manteau il est plus imperméable, mais en fait, juste le mettre à la sécheuse va réactiver le DWR puis il va redevenir aussi imperméable qu'au départ. Puis pour Peppermint, je te dirais, il n'y a pas tant de retour. On a des crash replacements. Quelqu'un qui s'est planté en bike, ça va être tough de réparer un peu le bib ou le jersey. Fait qu'on offre un programme de crash replacement sur les produits. Mais au niveau des réparations, la durée de vie aussi d'un produit, comme on parlait... c'est pas 10 ans. Non, c'est ça. C'est un peu plus court. Là, fait que il y a moins de réparations là, pour Peppermint. Tu t'en allais dans le DWR puis toutes ces questions-là. Je suis allé sur des questions techniques quand on a préparé l'entrevue pour mon propre knowledge. Parce que honnêtement, là, tu me répondais avec des mots techniques que je ne comprenais pas. Fait que là, tu viens de parler justement du DWR. C'est un acronyme pourquoi DWR? C'est un déperlant. Un déperlant. Oui, c'est ça. OK, Water Repellent. Oui, c'est ça, exact. Fait que il y a des nouvelles législations. Peux-tu nous expliquer les nouvelles législations par rapport au fameux PPF? C'est les... PFAS, qui est la même chose que dans genre le Teflon. Oui, c'est CFC. Là, c'est des PFC, CFC. Je suis un peu mélangé avec l'anglais et le français. Là, mais en fait, c'est en Californie, depuis janvier 2025, ils ont instauré une loi comme quoi tous les produits textiles ne devraient plus avoir de cet agent chimique-là dans la composition. Puis on le retrouvait spécifiquement dans les déperlants, dans les DWR. Tout le monde a eu le temps de se préparer. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Les compagnies ont commencé à développer... nous, chez Orage, je pense que ça fait 5 ans, je pense qu'on a commencé à introduire ça. Ça s'appelle du C0 DWR, fait que pour 0 PFC. Puis c'est sûr qu'au début, c'était peut-être pas aussi efficace qu'un déperlant régulier, mais avec les années, surtout aujourd'hui, c'est pratiquement la même performance. Puis en plus, c'est beaucoup plus écologique. Là, c'était-tu écologique ou c'était pour la santé? Il y avait c'était pour tout, en fait. C'est quand le produit se retrouvait en fin de vie puis il se retrouvait dans nos dépotoirs, ça contaminait les eaux, les sols. Okay. C'était dangereux aussi pour les travailleurs qui produisent le tissu. À l'usine, OK. À l'usine. Puis c'était un produit chimique, en fait. Là, c'est pas... Ouais. OK. Fait que ces changements-là dans l'industrie, y en a-tu d'autres au niveau des textiles qui ont été dans les dernières années? Ça, c'est le majeur, parce que pour certaines compagnies qui basaient la performance de leur matière sur... C'était beaucoup Gore-Tex qui était relié à ça, non? C'était ça, la compagnie. Gore-Tex, c'est exactement ça. C'était juste ça. Oui, eux autres, c'est une membrane... là, on va rentrer vraiment en geek, là, mais c'est une membrane microporeuse. Fait que la membrane, en fait, c'est plein de petits trous. Puis les petits trous sont trop petits pour laisser passer l'eau, mais assez petits pour laisser passer l'humidité. Mais aussi, le fait que Gore-Tex était vraiment performant, c'était leur DWR. C'était leur Water Repellent, leur déperlant. Puis, ce déperlant-là, il n'était pas comme C0 ou qu'on ait beaucoup de PFC. Fait que pour eux, en ce moment, c'est peut-être un... parce qu'eux, ils ont-tu réussi à s'adapter ou finalement... Oui, mais évidemment... Leur branding était tout basé sur ça. C'est ça. Ils ont perdu un peu peut-être en performance puis tout, là. Mais je suis convaincu qu'ils vont s'en sortir. Oui, c'est ça. Mais justement, dans le vêtement technique, c'est quoi maintenant? Parce que là, je t'avoue que du côté d'Orage, j'ai pas magasiné de vêtements techniques dans le sport d'hiver depuis un méchant bout. C'est quoi les
C'est quoi les gold standards? C'est quoi qui est à la mode ou c'est quoi qui est tendance? Puis c'est quoi le textile que les gens recherchent en général? Au niveau des... Ouais, chez nous... Il y a 15 ans, c'était du Gore-Tex. C'était du Gore-Tex, t'étais à la bonne place. C'est ça. Puis même qu'il y en a qui disent Gore-Tex, c'est chaud. Là, fait que ils savent pas pantoute. Ils sont tellement forts au niveau du branding, du marketing. C'est comme s'ils faisaient tout comme il faut. Ouais, c'est ça, exact. Nous, on utilise, ça s'appelle Dermisac. C'est Toray qui manufacture le... Toray, les mêmes que le carbone? Ouais, c'est ça. Okay. Puis c'est des Japonais. Fait que la qualité est impeccable. Puis c'est un autre type de membrane. Au lieu d'être des petits trous, la membrane est complètement opaque, il n'y a pas de trous. Puis c'est un échange de molécules, en fait, qui fait en sorte que l'humidité sort puis que l'eau ne rentre pas. Le plus gros avantage, c'est qu'au froid, elle reste souple, la membrane. C'est Gore-Tex, quand il fait froid, ça devient vraiment crunchy puis tout. Puis nous, on l'a choisi spécifiquement pour ça parce que comme tu sais, ici au Québec, il fait vraiment fret. Là, fait que c'était un des caractéristiques qu'on aimait beaucoup de cette membrane-là. Mais au niveau des trends, de plus en plus, c'est légèreté, confort avec l'élasticité. Tu sais, comme moi, j'ai commencé chez Orage, les matières étaient vraiment, comme je pourrais dire, cartonnées, là, si on veut. Là, tu sais, c'était vraiment stiff. Lourd même. Oui, lourd aussi. Là, maintenant, c'est rendu légèreté, performance, confort. Les constructions aussi ont vraiment évolué là, avec tout ce qui est les tissus, les coutures collées puis tout. Là. Y a-t-il un trade-off quand on pique sur la légèreté versus la durabilité? Avant, oui, beaucoup, là, mais maintenant, de moins en moins, là, on a sourcé des matières là, dernièrement que c'est assez incroyable, là, les deniers, puis la résistance à l'abrasion, puis tout. Là, on a un produit dans la ligne Orage, là, on l'appelle le Prime Alpha. Là. Il y a un tissu, pour vrai, c'est ton go-to jacket. Là, que c'est dans un manteau, ça? Oui, c'est un manteau, c'est un 3 plis. Tu vas le porter, c'est un manteau 3 saisons que tu vas porter tout le temps, en fait. Là, c'est une super bonne protection contre l'eau. C'est super imperméable, c'est vraiment respirant. Il est léger, il stretch. Ce modèle-là, justement, on l'a fait plus timeless, justement, pour qu'il soit passe-partout. Parce qu'il va durer 10 ans. Oui, parce qu'il va durer 10 ans, mais parce que tu veux le porter pour aller peut-être au resto. Plus chic. Ouais, plus chic, tu sais. Fait qu'en ville, en touring, en machin. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, ben c'est sûr que les puffy, ben c'est vraiment en mode. Tu sais, toutes les matières qu'on appelle taffeta, là, les petites matières super lightweight. Là. Taffeta, c'est un acronyme pour quelque chose? Ben, c'est le type de construction de matière. Là, c'est ces matières-là là, qui sont un peu, en général, shiny, super légers. Okay. Ça se retrouve à être ça. Ça aussi, c'est quand même vraiment au goût du jour. J'ai vu l'étoile dans tes yeux quand tu as parlé du Japon. Ouais. Ça a l'air nice. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parle-moi de ça. Tellement de choses. Je pense que c'est une des seules places que j'ai pas visitées là, encore. Là. Okay. Il y a du ski incroyable. Les manufactures sont, bon, on le sait, là, sont tellement attention to detail, les Japonais, là, tout dans le craftsmanship. Ils ont vraiment une fierté puis une éthique là, qui est incroyable. Un peuple aussi très, comment je pourrais dire, très humble. Mm-hmm. Fait que c'est peut-être pour ça que Toray, c'est peut-être pas la plus grosse firme de marketing qui va faire le plus de bruit, mais que les produits, la qualité est incroyable. Puis au niveau inspiration, produit, faire un voyage là-bas à Tokyo ou autre, là, c'est comme... C'est sur la bucket list. C'est sur la bucket list, là. C'est sûr sur la bucket list. Vous le savez, avoir mal aux genoux, avoir mal au dos ou encore être inconfortable sur sa selle, ça vous empêche vraiment de faire du vélo. Vous avez beau être à l'écoute de votre corps, mais vous n'avez pas toujours les solutions. Chez Physio-Vélo, on est là pour ça. Évaluation biomécanique sur le vélo, test de force, de mobilité, de flexibilité. Tout est là pour vous donner un plan d'intervention personnalisé selon vos objectifs. Tu veux comprendre ta douleur à vélo? Viens nous poser tes questions. Parce que chez Physio-Vélo, on n'est pas juste des physios. On est des passionnés de vélo comme toi. On se voit bientôt en bike fitting. Ciao! J'avais le goût depuis tantôt, là, j'attendais le contexte favorable pour te poser la question parce que je pense à ton historique vélo de montagne, skate, tout ça. Puis je me demandais, dans le monde du vélo, là, penses-tu qu'il y a une opportunité à saisir avec le côté aventure, le fit
peut-être plus lousse, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'en vient vraiment dans une belle période. Ben, ça a tout été des belles périodes, parce que le vélo, c'est le fun, peu importe. Ouais. Mais on s'en vient dans une période, j'ai l'impression... tu sais, les gens qui me disent qu'ils recherchent plus des aventures, c'est peut-être toi puis moi qui vieillit puis qu'on est plus capable de pousser ses pédales. Peut-être. Mais je pense que ce faisant, étant donné qu'on est peut-être perçu, ne serait-ce que dans nos groupes d'amis, comme les plus intenses du vélo, puis qu'on se détache de justement des stats puis tout, puis qu'on est plus à, justement, on va aller jusqu'à telle place, je sais pas, dans une brasserie à Farnham, puis genre, on va revenir, puis on parle pas de rien d'autre que cette aventure-là. Y a-tu une opportunité, tu penses, d'aller dans le... Parce qu'une des choses que tu m'avais dit par rapport à Orage, c'est que tu m'as simplement dit tu n'iras pas clubber en vêtements cyclistes. Non, c'est ça. Ouais, exact. Alors que ta collection Orage est un petit peu plus, comment tu appelles ça? Streetwear, lifestyle. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité dans les prochaines années, le 2028? Là, exact. Oui, la réponse, c'est oui. Ben oui, même avant. Là, OK. On a déjà commencé. En fait, j'adore ta question. La question, c'est ça. Quand est-ce qu'on va réussir à la culture cycliste va être assez démocratisée pour que ça devienne. Mais je pense qu'il y a une question de démocratisation, mais il y a aussi une question d'ouverture d'esprit. Je pense, tu sais, le vélo, c'est quand même. Il y a quand même ses règles ou son étiquette en vélo, c'est très présent. Bas blanc, souliers blancs, comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais définitivement, avec Peppermint, puis je pense que j'aime vraiment ta question. Je pense que pour Peppermint, on a la chance puis la possibilité de peut-être offrir autre chose que ton bib et ton jersey parce que la femme, en général, est plus ouverte à quelque chose de différent. Tu sais, un homme, on est vraiment loyal avec nos brands. Tu sais, en général, là, on va aimer 2-3 brands puis on va être fidèle pas mal toute notre vie. Là. Fait que, mettons, le T-shirt, je sais pas moi, Carhartt, ben, tu vas probablement avoir du Carhartt pour une bonne partie de ta vie. Tu sais. Je trouve que les femmes, en général, sont plus ouvertes au changement, sont plus ouvertes à quelque chose de différent, sont plus sensibles aussi à tout ce qui est matière, couleur, puis tout. Puis je pense que Peppermint, on pourrait jouer cette carte-là pour essayer de venir brouiller un peu l'esthétique du vélo. Tu sais, venir brouiller un peu comme... Ben oui, on va offrir notre jersey puis notre bib, mais il y a autre chose aussi qui peut autant bien fonctionner puis qui va te donner un look différent. Puis on a déjà commencé, tu sais, on a déjà des succès. On a dans les collections vélo montagne, on a une salopette qui est vraiment différente puis on a vraiment du succès. Puis on sort de ça comme pierre angulaire dans notre marketing de vélo de montagne. Ah oui, fait que ta salopette, c'est comme ta fondation. Ton showpiece, c'est un peu ta carte de visite quand on arrive dans un détaillant. Parce que veux pas, toutes les brands offrent pratiquement les mêmes types de produits. Au niveau gravel, on avait introduit il y a quelques années une chemise. Maintenant, on va dans les événements de gravel, je vais dans les événements de gravel, il y a tellement de filles qui portent la chemise Peppermint, c'est fou. On va introduire des nouveaux produits comme des crop top t-shirts, des mèches inspirées de trucs de baseball. Moi, je pense à justement cette tendance-là de... Moi, ça fait un bout là, que j'ai vu ça, puis c'est à cause des tendances sur YouTube de ce que j'ai consommé dans le monde du vélo, mais tu sais, la t-shirt ride. Là, le moment où, dans le fond, on est comme assumé qu'on se positionne ailleurs que dans la performance. Puis que finalement, le vêtement dicte la manière dont tu vas faire le sport. Tu sais, la t-shirt ride, c'est la ride que tu fais. Puis que t'es mieux de pas amener ton Garment. Parce que genre, c'est comme... C'est une autre étiquette, mais c'est une étiquette qui se positionne comme étant le plaisir. Tu sais, comme Ben, j'aime dire aussi que chez Peppermint, c'est pas juste un moule de consommateurs. Tu sais, tu sais, comme on a des filles qui aiment la performance, qui sont racers, il y en a qui sont plus aventure, gravel. Puis tu peux être les deux personnes dans la même été, dans le sens que y a des fois tu fais du bike puis tu as le goût de pousser, puis il y a des fois tu fais du bike. Puis... Exact, puis notre line-up offre la possibilité d'aller offrir des produits à différents types de cyclistes. Puis, veux pas aussi, on est j'en connais pas beaucoup, en tout cas, des brands qui offrent vélo de montagne, gravel, vélo de route. Ben non. On est pas mal dans les seuls, là. Puis je pense que l'idée de tout ça, c'est d'en regrouper les filles dans une communauté globale de vélo, puis pas trop segmenter tout ça. Oui, il y a ça, hein? Parce que veux pas, en plus, c'est quand même délétère côté business. Parce que quand tu segmentes, exact.
tu fais juste rapetisser ton audience à chaque fois. Exact. C'est un positionnement qui n'est pas facile parce que chez Physio Vélo, on vit un peu la même chose dans le sens que les premières personnes qui sont venues nous voir comme toi, quand on était sur la rue Saint-Denis avant 2019, je veux dire, c'est des early adopters, c'est des gens qui sont geeks, qui sont intenses, alors que maintenant, je me réjouis tellement de voir une population qui, des fois, a 85 ans avec son vélo électrique, puis là, c'est quasiment eux qui ont le plus besoin de nous parce qu'ils sont tellement... sur une position qui n'a pas de bon sens, que là, tu es méconfortable, puis là, tu viens de changer leur vie. Là. Tu leur donnes la possibilité de continuer à faire du bike, alors que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu... Nous, on essaie d'y aller broad. Des fois, les gens sont comme, on n'est pas dans la performance, mais au final, la vérité, c'est qu'il y a plus de gens qui veulent être confortables sur un bike qui veulent performer sur un bike. Fait comme la vraie clientèle que je veux desservir, c'est tout le monde qu'on faut, puis après ça, vous verrez si vous voulez de la performance. Ben oui, exact. On y va-tu sur le modèle d'affaires un peu? Ben oui, let's go. Fait que B2B, ça veut dire business to business. C'est ça. B2C, business to... Ou D2C, direct to consumer. Okay. Fait que là, pendant que tu fais ça, moi, c'est le moment où sur notre podcast, il ne faut jamais bunker. Fait que là, de toute façon, j'ai amené plein d'affaires. C'est notre partenaire Chrono. Fait que tu auras le droit de repartir avec ce que tu veux. OK. Il y a plein de saveurs. Je te dis tout de suite que... Je suis un fan de leur waffle. Ah, j'ai pas les waffles avec moi là, mais j'ai la nouvelle saveur pomme érable. Oh, let's go. Goûte genre 100% la croustade de pomme. Insane. Bon. Je peux te donner le gel, mais là, le gel, j'ai pas encore goûté. OK, cool. J'ai chocolat espresso. OK, cool. Tu vérifieras s'il y a de la caféine. 25 mg. Ouais, ça, je vais prendre ça demain matin. On a la caramel qui est un peu... T'es-tu plus gel liquide ou plus solide, toi? Pour vrai... T'es-tu gel? T'es pas gel? Plus ben, non. T'es plus ben. Ben, je vais te donner l'autre barre que j'ai pas goûté, framboise et citron. OK. Ah, celle-là, j'ai goûté. Celle-là est vraiment bonne. J'ai goûté au Gravelusa. Elle avait de l'air bonne. Ouais. Fait que moi, je vais goûter au gel érable et framboise pour pas bunker. Faites pas ça, là, c'est pas des bonnes habitudes alimentaires de prendre des gels en podcast, mais c'est important de pas être en hypoglycémie quand tu fais une entrevue parce que sinon, tes questions deviennent tout croche. OK. Fait que moi, j'ai jamais goûté. Toi, c'est quelle t'as pris? Ben moi, j'ai... Ah, celle que t'as goûté au Gravelusa? Ouais, je la trouve trop bonne, fait que je vais juste me reprendre une bite. Gravelusa que t'as fait... On peut faire des ASMR dans le micro. Ah, pour vrai? Ben, 30 secondes. Ouais, c'est bon. Pas trop longtemps. Mais non. Oh my God, c'est bon, ça? Oh my God, c'est bon. Érable et framboise. Un peu des deux. Ça goûte comme, tu sais, quand tu prends une bouchée de gaufre que tu as mis des framboises, du sirop d'érable dans ta bouche, ça goûte ça. Nice. Bon feeling. Bon feeling du dimanche matin. Nous, c'est limonade pas mal. Je suis un fan de limonade. Oh, c'est bon ça. Bon, maintenant qu'on va pas bunker, j'aimerais ça savoir comment on fait pour être bon en B2C, en B2B et en D2C. Parce qu'il y a des compagnies qui se sont... Je te laisse finir ta bouchée. Premièrement, finis ta bouchée, c'est bon. Mais ma question, c'est que, tu sais, il y a des compagnies qui ont décidé, puis je pense qu'il y avait cette... Pendant la pandémie, ça a été... C'est sûr qu'il fallait une chance que tu pouvais être D2C parce que sinon, genre, tu sais, ton B2B était fermé puis tu étais un peu dans le pétrin. Il y a des compagnies qui ont dit « Ah non, on va être juste D2C. Puis pour lire beaucoup d'articles là-dessus d'un gars qui s'appelle d'ailleurs Vélo Média, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les affaires geeks, là, c'est un gars qui fait du marketing dans le monde du vélo. Je sais pas si tu as déjà lu. Non, j'ai jamais lu. Il faut là, je t'envoie. Il parlait vraiment de la difficulté des gens qui étaient juste en D2C maintenant parce que comme souvent, tu as l'option de renvoyer. Fait que finalement, les marges deviennent inexistantes alors que ça avait l'air d'être la panacée puis que c'était là que tout allait se passer. Puis finalement, tu sais, tout était comme, ben c'est facile, tu sais, le B2B, c'est plus de prévisibilité puis ton D2C, ben c'est l'espèce de flexibilité au consommateur. C'est exactement ça. Fait que comment on fait pour être bon dans les deux puis manager comme le sourcing de tout ça? Je pense, en fait, c'est... Le B2B, comme tu dis, ça donne une certaine stabilité, mais une certaine, je pourrais dire, assurance, parce que tu vas passer, ils vont te passer une commande 1 an d'avance avant que la collection arrive. Puis, mais le trade-off par rapport à ça, c'est que t'as un peu les mains liées parce que c'est un peu le B2B qui va dicter ton brand, il s'en va où? Parce que c'est eux qui... Ça représente combien, mettons, là, chez vous? Là, Ouais, c'est pour vrai, c'est un petit peu plus fort B2B, mais c'est pratiquement kiff-kiff. Pour vrai? Ouais. OK, je pensais qu'on était comme plus B2B que D2C. OK, fait que vous avez vraiment... Il faut que vous soyez vraiment bon dans les deux. Là. Ouais, mais moi, on aime vraiment ça parce que, justement, ça nous donne une... C'est sûr que le B2B, ça nous donne une visibilité, ça met le produit sur le consommateur. Je veux toucher aux affaires. C'est ça l'affaire. C'est que tu as besoin du textile. Là. Surtout le vélo, la plupart du monde veut l'essayer. Puis
puis c'est des partenaires aussi dans tout le processus. Ils investissent dans ta compagnie, c'est carrément ça. Mais le trade-off, comme je disais, c'est que ils commanderont jamais toute ta collection. Des fois, ils vont peut-être pas commander les pieces que toi, t'aimerais qu'ils commandent ou qu'ils mettent de l'avant. Dans ton storyline de cette année. C'est ça, exact. Ouais. Mais c'est là que le D2C devient intéressant, puis c'est là qu'il devient important parce que ça, tu as le full contrôle sur ton brand. Puis d'un point de vue design comme moi, c'est vraiment intéressant parce que là, tu vas pousser les couleurs que tu veux, les styles que tu veux. Mais par contre, comme tu l'as super bien expliqué, le Golden Era, il est fini. Là, ça coûte aussi cher rouler un site web que rouler un entrepôt ou un magasin. Là. Ouais. Tout le monde joue du coude, que ce soit... Puis il faut que tu fasses du marketing, puis tout. Je pense que ceux qui font vraiment bien en D2C, c'est des agences marketing avant d'être des boutiques. Là, je pense à Altitude, par exemple. Là, c'est bien plus une agence marketing qu'un site web de détail. Là. Fait que je pense que c'est un peu ça les avantages inconvénients. Je te lance une idée par rapport à ça. Parce que une des choses, moi, qui m'impressionne vraiment, c'est le club qui s'appelait le Club Espresso Bar, le club à Montréal. Ouais. Le Club Café maintenant, qui a ouvert la boutique à côté, puis que finalement, c'est vraiment un endroit parce qu'ils ont du gear premium puis que ça vend. T'sais. Puis on s'est rendu compte de ça, nous autres. Ça m'a beaucoup inspiré. Le café qu'on a ici à la clinique, c'est du café du club, justement. Ouais, c'est bon. Puis en parlant beaucoup avec eux, là, on commence à avoir un petit peu de stock dans l'entrée, là, du stock de nutrition. Puis là, man, les gens en achètent. Oui, c'est sûr. Je sais, mais moi, j'étais vraiment pas sûr, tu comprends? J'étais vraiment pas sûr. Puis là, au fur et à mesure que ça avance, ça fait comme 6 mois. Ça fait 6 mois là, qu'on a du stock, puis finalement, on a écoulé pas mal de bouffe. Mais c'est sûr que tout ça, c'est un peu le pain puis le beurre de la boutique. Puis c'est ça qui drive le monde chez vous aussi. Peut-être pas chez Physio Vélo, mais chez le club, tout leur ride, le fait d'avoir un café. Pour moi, c'est le meilleur exemple parce que quand nous, on se trouve pas pire sur Internet, on produit beaucoup de contenu, mais quand on voit qu'en vrai, les gens peuvent se présenter autant, par exemple, au club, ils fournissent des efforts vraiment, sont très diligents sur leur communauté. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup ils font un job incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Puis, mais là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit, j'osais avec mon équipe, j'étais comme, on va-tu ouvrir une boutique juste à côté de la clinique, finalement? Parce que quand les gens viennent ici, on a 2000 clients qualifiés par année qui viennent faire avec leur vélo entre 500 et 20 000 Ouais, 100%. Finalement, on a-tu une opportunité qu'on n'avait jamais envisagée de tant qu'à être ici, les gens sont comme, j'en ai toujours besoin de nutrition, fait que tant qu'à être là, je vais remplir je vais prendre de la poudre, je vais prendre des gels, je vais prendre des barres. Fait que, là, je suis comme, OK, la communauté, finalement, nous, on a le foot traffic. Ouais, c'est ça, exact. Le foot traffic, au final, il peut repartir puis il est content d'acheter ici versus... Ça va y sauver du temps. Ça, je n'avais pas catché. Ça va y sauver du temps que de le commander, puis là, après ça, de déballer le shipping, il repart avec ses affaires, puis... Fait que... c'est vraiment bon. C'est là que tu te dis, Colin, il y a peut-être quelque chose dans le modèle d'affaires. Parce qu'en vrai, on dirait qu'à cause que tu penses que tout se fait sur le web, mais finalement, tu mets des présentoirs, puis tu mets le stock devant le monde. Bon, tu dis, pas besoin de ça, moi. Let's go. Ouais, exact. En tout cas, je trouve ça excellent. Je trouve que ça revient à ton affaire de D2C puis de B2B, c'est-à-dire que en tout cas, pour des vêtements de vélo puis des affaires aussi serrées, moi, je veux dire, j'ai un long tronc, des petites jambes. Il faut que j'en essaye des bibles là, avant d'en pogner un qui marche. Puis j'ai aucune idée de la marque qui va marcher parce que je sais que sur 7 bibles, il y en a probablement un ou deux qui vont se trouver pas pire. Fait que je vais prendre celui-là qui marche. Là, exact. Fait que c'est comme un peu... c'est vraiment un process où tu as besoin de toucher les gens qui sont en... C'est quoi ton parcours utilisateur? Puis là, mon autre question, là, je bombarde. Tu vois, c'est parce que j'ai pris mon gel. J'ai pris mon gel. La caféine? Non, celle-là, non. Mais je me suis déjà fait avoir là-dessus, par exemple. À 2h de l'après-midi, prendre des petits jujubes avec de la caféine, c'était un peu trop poussé. Mais mon autre question, c'est quoi les meilleurs vendeurs chez Peppermint? Mais ma première, c'est ton parcours utilisateur. Est-ce que les gens, quand ils achètent en ligne, c'est parce qu'ils ils savent leur sizing? T'es-tu au courant de ça? C'est ton... c'est sûr qu'on a des consommatrices qui sont fidèles à la marque, fait qu'ils connaissent déjà, ils connaissent déjà leur taille puis tout, puis à chaque année, ils renouvellent un peu leur garde-robe, si tu veux. Puis toi, tu restes quand même diligent sur tes tailles sont constantes. C'est la base, là, il faut. C'est la base, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Je pense que je suis d'accord, là, mais c'est vraiment la base. Fait que c'est sûr que tu as cette clientèle-là.
Il y en a beaucoup qui nous découvrent via tout le marketing qu'on fait en ligne aussi. Puis nos événements contribuent beaucoup aussi à driver du trafic sur le site web. Attends, explique-moi ça. Ben, les événements, en fait, notre présence, là, qu'on soit... mettons, le week-end passé, on était à la Gravelle du Parc. Ouais. On avait une tente. C'est sûr, ça donne de l'exposure. On donne des petits goodies aux filles quand ils terminent l'événement. Puis là, genre la semaine d'après, tu le vois sur le trafic? Ben, des fois, oui. Puis, ou des fois, c'est plus tard, mais tu restes top of mind, si tu veux. Puis quand la fille elle a besoin, ou le client en général, pour Orage aussi, ils vont peut-être aller voir ton site. C'est juste avoir une présence constante. Autant en ligne qu'en personne. C'est ça. Qui va faire... les deux fonctionnent en synergie. En synergie, je pense que le club pourrait te le confirmer. Là, si tu enlèves les événements, ils n'auront pas le succès qu'ils ont en ligne en ce moment, c'est sûr. Si on parle un peu de marketing, parce que je pense que c'était un peu fan de ça, c'est quoi les inspirations au niveau marketing? T'sais? Parce que de la création de contenu, je veux dire, tout le monde sait qu'il faut qu'il en fasse. Ouais. Mais après ça, il faut que tu aies une ligne directrice puis que tu essaies de stick to it. Moi, des fois, je suis pas bon, je change d'idée. Puis nous autres, ici, on a plein d'idées. C'est tough de garder le cap. Là. Fait que c'est quoi vous autres? Ou c'est quel. Encore une fois, on peut parler peut-être de brand qui t'inspire parce que tu geeks vraiment là-dessus. Fait que. Les films Rafa, je veux dire, ça a inspiré tous les cyclistes. Ouais, c'est sûr, eux autres, ils ont marqué l'univers cycliste. Ils sont arrivés à un moment où le cycliste était un peu plate, là, puis que tout le monde portait un jersey de Grand Fondo. Ou Sky. Ouais, ou Sky, tu sais, ils sont arrivés au bon moment. Ouais. Avec Peppermint, puis Orage, Orage, c'est excuse-moi, comme je disais tantôt, c'est faire rayonner notre pays, le Canada. Je pense qu'on a des landscapes incroyables. On a des personnalités aussi incroyables, nos athlètes, nos ambassadeurs. On a du ski qui est unique au monde. Avec, tu vois, en Europe, c'est plus des bols. Ici, c'est du tree skiing. C'est vraiment unique. Fait que c'est vraiment créer, c'est sûr, du contenu aspirationnel, engageant, puis tout. Mais identitaire aussi. Oui, c'est ça, identitaire. Je pense que pour Orage, c'est vraiment ça. Peppermint, ça va être plus comme, je te dirais, encore une fois, la vibrance, la couleur, la communauté, mais aussi l'inclusivité. C'est vraiment ça qu'on joue. Sur notre site web, entre autres, comme je disais tantôt, c'est pas juste un moule Peppermint. Fait que de plus en plus sur notre site web, on va montrer des modèles qui ont des tailles différentes pour aider la consommatrice à acheter. À se projeter. Ouais, à se projeter, à acheter. Comme en 26, on va avoir du double extra small jusqu'au double extra large. Fait que, tu sais, c'est assez... Puis on veut de plus en plus inclure diversifier un peu notre contenu puis les personnes qu'on met de l'avant, tu sais, justement pour pas que ça soit juste un type de personne. C'est quoi le challenge? Parce que moi, je pense à ça, puis je pense au fait que des fois, je mets des photos de gens en vélo électrique. Ouais. Puis là, après ça, je sais pas, je suis toujours embêté parce que la personne qui fait du vélo sur l'aspect... Tu sais, t'as tout le temps l'enjeu de genre à quel point tu vas broad pour que les gens continuent de se reconnaître, mais qu'ils se dénaturent. Tu sais, je sais pas, au niveau identitaire, tu sais, parce qu'une identité, c'est multiple, mais maintenant... la ligne est fine. Tu sais, t'as les puristes, c'est qu'eux autres, il y a juste un truc qui leur parle, puis dès que tu sors de ça, ben ils vont te catégoriser à quelque part que pour eux que ça vienne, tu sais, ça c'est pas pour moi, machin, mais je pense que c'est d'offrir comme je disais tantôt, c'est d'essayer de pas trop ratisser large. Je pense que c'est d'avoir un dénominateur commun, d'être confortable là-dedans, puis aussi de peut-être pas trop regarder au microscope. Mais j'ai l'impression que le web, c'est ça que ça fait. Ouais. Parce que, tu sais, le web, c'est que, tu sais, quand tu fais un événement en communauté, puis tu vois le monde, tout le monde est gentil, tout le monde est fin. Ouais. Puis là, après ça, tu as comme des chunks d'informations sur Internet que là vont être analysés de manière indépendante l'un envers l'autre. Puis là, ben, c'est là que tu dis, vaut mieux des fois que de pas trop focusser mon attention sur ce qui se passe sur le web parce que c'est une représentation qui est une représentation, finalement, c'est pas ça en vrai quand tu vas dans un événement puis tu rencontres les gens. Puis que finalement, tu sais, nous, quand on fait un événement, les gens, l'avantage du web, c'est qu'ils sont comme, je vous connais, mais j'ai 2-3 questions plus personnelles.
puis genre, je vais prendre rendez-vous après. Ouais, fait que là, tu sais, c'est comme, cette interaction-là, elle n'existe pas sur le web. Fait qu'il faut qu'ils te voient sur le web, mais il faut que tu sois là en personne parce que finalement, il y a tous ces gens-là qui se sentaient peut-être pas légitimes puis qui veulent pas te parler de leur douleur à la selle sur Internet. Non, sur Instagram, mettons. Puis je pense que ce qui va rejoindre un peu ton point, c'est que tout le monde sait un peu que ce que tu vois sur Internet, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est du marketing. Ouais. Mais ce qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Si ton ami est satisfaite par le produit, en parlant bien, ça va juste faire un processus de validation. Puis c'est un peu ça. L'idée, c'est essayer de gagner. Deux personnes à la fois. Oui, c'est ça. Vous êtes physio ou vous êtes kiné et vous voulez devenir la référence pour les cyclistes dans votre région, eh bien, on a ce qu'il vous faut. Les formations Physio-Vélo. Une formation hybride avec du e-learning et des séminaires pratiques de 3 jours est ouvert aux kinés et aux physiothérapeutes. Inscrivez-vous à notre prochaine cohorte en France en novembre 2025 en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. En plus de vous offrir une formation certifiante, Physio-Vélo vous propose du mentorat, des cas cliniques, mais surtout la chance de rejoindre un groupe d'experts, de kinés et de physio passionnés comme vous qui veulent améliorer la prise en charge des cyclistes. Inscrivez-vous dès maintenant parce que les formations Physio-Vélo, c'est plus qu'une formation, c'est une transformation de votre carrière. Les tests, tu sais, une des choses qu'on avait discuté dans la préparation, c'était un peu les tests terrain. Fait que quand vous faites des tests terrain pour les vêtements, par le monde de ton équipe, par tes vendeurs qui s'en vont, puis par tes athlètes, c'est quoi qu'on recherche dans un test terrain? T'sais, les gens, c'est quoi qu'ils vont te rapporter? Parce qu'après ça, tu as la couleur. Là, la couleur, c'est une chose, mais au niveau du test terrain, les gens vont dire hey, mon jersey, genre, il remonte trop. C'est ça? Ben oui, c'est exact. Okay. Je suis d'accord avec toi, la couleur, c'est subjectif. Puis on essaie tout le temps d'offrir des couleurs pour plaire un peu à plusieurs personnes. Mais où ça pardonne pas, c'est vraiment au niveau du fit. Là. Ça, c'est le numéro 1. Puis c'est d'essayer de trouver comme un bon équilibre parce que, encore une fois, c'est pas comme. Tous nos corps sont différents. Ils sont tous différents. Puis il y a quand même une marge. On peut pas. Un jersey peut pas plaire à tout le monde sur la planète. Là. Fait qu'on essaie de. On identifie les body types qui fit avec notre DNA, qui fit avec les personnes à qui on veut s'adresser. Puis on fait une moyenne de tout ça, puis on s'arrange pour que ça fitte à ces personnes-là. Puis ça, c'est vraiment fait par, comme on disait, des prototypes, essais-erreurs, de l'essayage beaucoup sur le vélo, par les employés, les représentants, tout le monde qui gravite autour de nous, ambassadeurs, athlètes. Puis on recueille aussi beaucoup de feedback de nos détaillants. Parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de data. Le consommateur vient leur voir. Il essaie plein d'affaires. Puis ils leur disent hey, ça, moi, ça fit vraiment bien. Ça marche vraiment pas. Fait que on reste vraiment tous connectés ensemble. C'est quoi le plus gros turn-off dans un vêtement, tu penses, de vélo? Moi, je pense que c'est. Ça peut être le fit encore, je pense. C'est vraiment ça. Le bib, tu l'essayes et tu es inconfortable. Ça ne marchera pas. Là. Comme chez Peppermint, la manière qu'on travaille, c'est qu'on instaure le processus d'achat en 3 niveaux. Là. Au début, on essaie de capter l'attention avec les couleurs ou les prints. Quand la personne s'approche du produit, parce que le mauve, je l'aime vraiment beaucoup. T'sais. Fait que là, elle s'approche du produit, puis là, quand elle lui touche, on essaie d'avoir un end-feel, un toucher de la matière qui est séduisante, qui fait... Attends, je vais aller voir si c'est ça. C'est doux, tu sais. OK, continue. Puis après ça, là, elle dit, OK, c'est vraiment doux, là, je veux l'essayer. Puis là, après ça, quand elle l'essaye, il faut que ça... C'est un peu ça qui seal the deal, si tu veux. Là, il faut que ça fitte parfait, puis après ça, faut que tu aies les 3. Oui, c'est ça, exact. C'est comme... Si tu veux closer. Là. C'est ça. Ouais. OK, excellent. Ma question tantôt qu'on n'est pas revenu, c'est quoi le produit le plus populaire? Ah oui, assurément, c'est par l'historique de Peppermint qui est vraiment route. C'est le signature jersey, là, celui-là? Celui-là, le montre. Oui, je le montre. Par la cam? C'est celui-là. Ils sont cool, les manches, le petit tissu. J'étais séduit par mon toucher. Oui, c'est ça, exact. La couleur, t'es attiré par la couleur. Non, mais pour vrai, la couleur, c'est un mauve que j'ai pas vu souvent. Oui, c'est ça. Puis combiné avec le bib beige, c'est taupe. Vraiment... On dit taupe. Taupe, oui, c'est on ça. On m'a dit que c'était taupe. Mais oui, le match est incroyable. Ouais, fait que ça, c'est vraiment notre produit le plus populaire. Puis après ça, c'est sûr, dans le gravel, ça monte en force de plus en plus. Là. J'avais comme la question suivante qui était qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui a fait que la chemise flanelle
a aussi marché. Ouais. Je l'ai pas vu. Dans le sens que je sais de quoi tu parles, parce qu'il me semble que j'ai comme des images en tête un petit peu. Mais tu me dis qu'elle est vraiment présente beaucoup. C'est quoi que vous avez fait comme de particulier? C'est-tu parce que vous avez dit celle-là est spécifiquement design femme, puis l'habitude, c'est plus... c'est sûr qu'on l'a mis vraiment de l'avant dans tout ce qui est communication. Ouais. Mais aussi, je pense que on est allé all out avec ce produit-là. On a fait un print qui est vraiment bold. C'est un fit qui est vraiment loose. C'est vraiment léger. Ça donne un petit swag qui est différent. Je pense que c'est vraiment adapté au vibe Gravel, qui est un peu plus laid-back, un peu plus party, décontracté. Il y a beaucoup de filles aussi qui le portent en vélo de montagne. Fait qu'il y a une espèce de polyvalence là. Mais là, j'allais dire, c'est une opportunité. Tu sais, quand tu parles d'un fit plus lousse, là, c'est parce que tu n'es pas pris avec les contraintes de ça. Ouais. Fait que, tu sais, au final, la tendance de faire un vêtement, comme tu dis, qui est comme after. Finalement, tu vas aller clubber avec ta chemise de flanelle, je pense. C'est ça l'affaire. C'est que finalement, tu sais, ton vêtement plus lousse, tu peux le mettre en vélo de montagne. Puis moi, je pense que ce qui se passe en vélo de montagne, c'est ce qui va se passer en gravel dans pas long, parce que le monde sont comme, anyway, je fais de la gravel. Ouais, c'est ça. Puis genre, j'ai des sacs sur mon bicycle, fait que j'ai pas besoin de mettre ma bouffe dans mes poches. Fait que, tu sais, c'est un peu... Puis on voit beaucoup de monde qui part du vélo de montagne, qui est un peu en décroissance, le momentum en ce moment, qui s'en vont vers le gravel. C'est comme un peu la suite. Tu vois ça? Oui, on le voit beaucoup. Les détaillants nous en parlent aussi. C'est quoi c'est le prix? C'est la complexité d'avoir un bike de montagne, de se déplacer? Probablement. C'est probablement l'accessibilité au... Ça, c'est clairement juste Québec, parce que c'est un contexte géographique. Oui. Ben, le momentum ou l'essoufflement dans le vélo montagne, on le voit un peu partout dans le monde. Là. C'est pas juste... Ah ouais, hein? Ouais, c'est pas juste ici. Là. Ah wow, c'est bon. Mais il reste des hubs. C'est comme tu vas aller dans Whistler. Si t'habites à côté de la montagne, ça va jamais... Mais en général, on voit vraiment un shift. Là, c'est-tu l'essoufflement post-pandémie ou c'est l'essoufflement... Ouais, probablement. Okay. Ben, je pense que post-pandémie, tout le monde s'est dit... tout le monde s'est dit, je vais faire du vélo, ça va être le fun, mais il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que ça coûte cher, ça fait mal, ça prend du temps. Il n'y a pas des physio-vélos partout dans le monde. Non, c'est ça, exact. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont peut-être pas retrouvés là-dedans, puis ont délaissé. Mais... Parce que est-ce que c'est une diminution du vélo de montagne est-ce que tu penses que c'est des gens qui s'en vont du vélo de montagne pour aller dans une autre pratique cycliste ou c'est juste... Je pense qu'il y a un peu des deux. Là. Un peu des deux? Oui, je pense qu'il y a un peu des deux. Fait que j'ai hâte de voir la collection Life. Ouais. Là, graduellement, on introduit de plus en plus de styles. Ouais. J'espère que ça va venir pour les hommes, pour eux. Ouais. Parce que des fois, je regarde qu'est-ce qui se passe, puis peut-être parce que j'ai une grande curiosité, puis j'ai pas d'ego, là, ça me dérange pas d'être habillé tout croche, au grand détriment des gens qui m'entourent, peut-être. Mais moi, j'aimerais ça avoir... Parce que l'affaire, c'est que ça me dérange pas d'aller chercher mes enfants à l'école en cuissard, mais c'est eux qui sont pas contents, tu sais. C'est vrai, mes gars aussi. C'est eux qui sont comme, papa, habille-toi avant de venir me chercher à l'école. Ou c'est genre, attends-moi au coin de la rue, tu sais. Reste loin. C'est ça. Mais tu sais, moi, j'aimerais... Tu sais, je l'assume bien, mon identité de cycliste, particulièrement maintenant, où est-ce que c'est plus comme quand j'avais comme 16, 17, 18 ans, puis j'étais tout seul à avoir des cuissards. Tu sais, maintenant, c'est une fierté pour moi de dire que je me déplace à vélo, que j'aime le vélo, que je reste actif avec mon mode de vie de papa. Fait que, tu sais, du lifestyle qui pourrait être du lifestyle vélo, je sais pas, moi, j'en achèterais, j'en consommerais. Moi aussi, le premier aussi. Toutes les rides en bas du Nord que je fais, je mettrais pas un jersey de vélo. Non, tu pourrais je mettrais probablement un bib avec un genre de truc plus lousse, puis que tu me dirais que c'est beau, là. Je te fais confiance. Ah oui, non, c'est ça. Bref, je veux ça. Une des choses que tu m'as parlé, fait que, appel à tous. Ouais. Tu me montreras quand ça arrivera, ça m'intéresse full. Puis je suis sûr que toutes les filles à la clinique, ils seraient contents de l'essayer aussi. Tu m'as parlé de Machines for Freedom. Ouais. C'est quoi ça? D'aller justement vers les tailles plus? C'est quoi cette entreprise-là qui vous inspire? Ben, en fait, la compagnie n'existe plus. C'était Specialized qui roulait cette compagnie-là. OK, je savais pas. C'était une compagnie de vêtements. Si je me souviens bien, c'était uniquement pour femmes aussi. Okay. Puis leur edge, c'est qu'il y avait un look vraiment, je veux dire, punks, mais aussi, il offrait du plus size. C'était vraiment intéressant. Nous, on se le fait demander aussi beaucoup. Puis des fois, on se fait caler un peu. Hey, vous devriez mettre des personnes plus 16, dans vos trucs. L'enjeu dans tout ça, c'est que
c'est complètement un autre fit, d'autres patrons. C'est une morphologie qui est complètement différente. Fait que pour nous, en ce moment, on est tellement une petite équipe que c'est pas nécessairement réaliste, mais c'est définitivement quelque chose qu'on a dans le collimateur puis qu'on veut éventuellement travailler dessus. Parce qu'encore une fois, ça va avec les valeurs de Peppermint, d'inclusivité puis d'accueillir comme pas nécessairement un type de cycliste, mais juste tout le monde qui veut faire du vélo. Ouais, ben jusqu'à tout le monde, on dit tout le monde qui sont clippés en vélo pour donner un. Ah oui, tu m'as déjà dit ça. Okay. Pour un range, là, si on veut. Fait que, ouais, ben c'est comme un peu chez nous, dans le sens que c'est l'amateur sportif sérieux. Fait que c'est celui qui est comme qui met de l'argent et du temps sur sa passion. Ouais, il y a de la passion. C'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu disais que c'était punk? Ben, c'était au niveau du look and feel, le branding de la compagnie. Tu avais souvent des imprimés qui étaient peut-être plus léopard. Ou, c'était... Puis, tu sais, aussi, tous les modèles qu'ils choisissaient, le casting, c'était un peu... underground, ou c'était un peu disruptive aussi comme look. C'était pas le liché à la pas normal, la Rafa, là, c'était vraiment comme l'opposé. Puis il y avait un petit... C'était au début aussi un peu du gravel puis tout. Fait que c'est quoi, il y a 10 ans? Non, je pense que ça a arrêté il y a à peu près 5 ans, je pense à peu près. OK, je vais aller voir ça. Ouais. Je sais pas si tu vas sûrement trouver des traces. Ouais. Une des questions que je t'ai posées, puis j'ai tellement aimé la réponse quand tu m'as dit ça, c'était, si tu avais carte blanche pour un kit 100%, ton goût, ça ressemblerait à quoi? Ouais, puis, non, mais tu m'as vraiment dit, c'est comme la question la plus dure du monde, puis finalement, c'est pas une bonne question parce que pour te designer de quoi qu'il y a du bon sens, il faut que tu me donnes des contraintes. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme Montréal, c'est comme d'être amour pour Montréal. Ben non, mais c'est ça, c'est la même chose. C'est pour moi, le design, c'est une solution de problème. C'est pas 100% esthétique. C'est pas nécessairement juste une couleur ou un tissu ou un design. On dirait pour créer, il faut que tu viennes solutionner un problème, il faut que tu viennes... apporter une solution ou à une demande ou tu réponds à une demande précise. Fait que nous autres, on aime ça se faire un carré de sable, tu sais, c'est avec... Faut que tu définisses. Ouais, avec des balises puis des objectifs. Puis de là, après ça, les idées arrivent, tu sais. Sinon, c'est un peu perdu dans le néant. Non, c'est clair. À poser des questions, ben, qu'est-ce que je fais? C'est-tu ça? C'est-tu ça? Fait que c'est pour ça que c'est le fun d'avoir comme un objectif. Ben, comme quand tu fais du bike, dans le sens que tu as de l'équipement en fonction de la météo, tu as de l'équipement en fonction de quelle discipline sportive tu es en train de faire. Ouais, c'est ça. Comme tu t'habilles différent quand tu vas au McDo versus quand tu vas dans un resto chic. C'est un peu la même chose. Ben, je pense que ça nous amène peut-être à la dernière question, qui est tout le temps un peu la question du podcast, là, de l'envie de créer, d'innover, tout ça. J'ai vraiment trouvé que ton take était intéressant sur prendre son temps. Ouais. Fait que, tu sais, quand je t'ai demandé cette question-là, qu'est-ce qui fait que t'en as jamais assez de l'envie, justement, de créer, d'innover puis de repousser les limites, puis même de faire du sport, probablement. Tu m'as parlé un peu de prendre ton temps à travers une petite histoire, mais si tu voulais me la raconter. Ben oui, en fait, je pense que c'est aligné avec ma personnalité, comment je suis fondamentalement. Là. Moi, je suis pas vraiment quelqu'un de sprint. Je suis pas quelqu'un qui va enfiler les projets différents un à ceux de l'autre. J'aime ça comme... je suis quelqu'un d'endurance. C'est peut-être pour ça que j'aime le bike aussi. J'aime ça penser au projet, le cogiter, puis comment aussi l'améliorer à long terme. À chaque fois qu'on finit une collection, puis je pense aussi toute l'équipe avec laquelle je travaille, on a un peu le même état d'esprit. C'est comment on peut... l'améliorer, qu'est-ce qu'on va rajouter, ça, on préfère ça, ou on pourrait ajouter ça, ou telle couleur, ou machin. Fait que je trouve que c'est ça qui garde un peu la flamme allumée ou le désir de créer. Mais je pense aussi que c'est relié à deux autres choses, là, comme je te nommais. Là, la première, c'est la curiosité. Je pense que quand tu es créatif, c'est important d'être curieux, de regarder. Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu es créatif parce que tu es curieux ou c'est l'œuf ou la poule? C'est l'œuf ou la poule, je pense. Moi, j'avoue, c'est une grande question que j'ai jamais répondu. C'est vraiment tough, là, mais je pense avoir une sensibilité avec ce qui t'entoure, puis aimer ça, découvrir des nouvelles choses qui vont peut-être te déstabiliser aussi, parce que la pire chose qui peut arriver, je pense, pour un créatif, c'est juste de surfer sur quelque chose qui fonctionne, puis juste s'asseoir... Perdre ton élan. Oui, c'est ça, exact. Je pense, puis je pense découvrir des nouveaux lieux, que ce soit des nouvelles langues, peu importe,
ça vient de feeder ton intellect, en fait, là, puis ça vient de donner une énergie. Puis après ça, ben il y a toute l'équipe aussi qui t'entoure aussi, qui est super importante. Tu sais, les débats qu'on a au bureau, là, c'est animé, là, des fois. On n'est pas tous d'accord, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Puis dans l'équipe, tu as du monde qui sont un peu plus vieux comme moi, mais des plus jeunes. Puis les plus jeunes arrivent avec des angles nouveaux aussi qui viennent te déstabiliser. Ben oui, c'est ça. Fait que je pense que tout ça mélangé ensemble, ça fait en sorte que, comme tu dis, le feu, il va rester allumé. T'sais. C'est quoi ta vision? Mettons, je vais 2 volets, puis on peut closer après. Sur ta vision personnelle sur ta pratique cycliste, puis la vision sur la communauté cycliste québécoise, mettons. Ton rêve, ou genre, je sais pas, où est-ce que tu penses qu'on s'en va, puis qu'est-ce que tu as le goût de tirer, dans quelle direction tu as le goût d'aller avec ça? Ben, moi, j'aime beaucoup, comme on parlait plus tôt, là, ce qui vient me chercher plus, c'est l'aspect exploration, ou plus que j'aime encore ça, rouler fort ou pousser sur les pédales, mais j'aime beaucoup plus l'aspect comme explorer, puis je pense que j'aime beaucoup aussi dans le vélo l'aspect fashion. J'aime beaucoup, je trouve que le vélo, c'est esthétique, c'est vraiment beau, que ça soit en photo. Moi, je vais le dire, je trouve que tout le monde qui est en vélo sont beaux. Ah oui? Dès que quelqu'un est en vélo, je trouve qu'il est beau. T'es en amour. Je suis en amour avec ça. C'est bon. Mais je trouve ça vraiment le fun. Par contre, je trouve que c'est un peu fermé des fois. Le milieu du vélo, c'est un peu élitiste. C'est un... Tu veux pousser un petit peu plus j'aimerais ça. Puis c'est un peu le... On y va pour le punk, là. Ouais, ben non, mais pour vrai... Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Être un peu plus disruptive, à oser peut-être un peu plus. Puis c'est ça que je dirais, je pense, peut-être pas juste à la communauté à Québec, mais partout. Je pense que ça serait le fun d'aller explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire en dehors de l'étiquette classique du vélo, puis on pourrait être surpris, puis même si ça fonctionne... On pourrait avoir plus de fun. Ouais, on pourrait avoir plus de fun, puis même si ça fonctionne pas, tu sais, on l'a essayé, puis tu sais, je sais pas, ça dérangera personne au bout de la ligne, là, tu sais. Je pense que c'est plus ça, c'est oser, je pense, puis être authentique avec soi-même aussi, je pense, tu sais, c'est faire des choix par rapport à ce que toi t'aimes comme individu. Je pense que ça aussi, en ce moment, il y a beaucoup si tu veux, d'insécurité, ou il y a des mouvements... Tu te représentes beaucoup par ce que tu vois ou ton voisin. T'as l'impression qu'il faut que tu sois... Ouais, c'est ça, pour être de cette manière-là. Fait que je crois que c'est peut-être un peu ça, là. Je suis bien d'accord. Merci, Fred. C'est bon, merci, Guillaume. Ciao. Salut. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous encore cette semaine. J'espère que cet épisode-là, vous l'avez trouvé passionnant autant que moi. Laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, que ce soit sur le podcast ou sur les réseaux sociaux, pour qu'on puisse continuer de produire du contenu qui vous passionne, qui résonne chez vous. Merci d'être fidèle à l'antenne, au poste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit en 2025 quand on écoute un podcast sur son téléphone. Merci d'être avec nous. Merci de nous faire confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!